Le cinquantenaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébré avec cœur et enthousiasme comme promesse pour l'avenir. Il vous arrive, comme à moi, en ouvrant le journal, en tournant le bouton du poste, d'apprendre que tout va mal. En vérité, qui le croit réellement? Personne ne peut dire que l'expansion soit en France à l'heure actuelle la première de l'Europe. Personne ne peut nier que la situation de l'emploi soit au total. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur La Brèche. Alors qu'est-ce que c'est La Brèche? Donc c'est une nouvelle émission citoyenne de débat politique. Ce soir, c'est notre première en direct de la maison de quartier de Bagatelle à Toulouse. On vous propose de nous retrouver tous les 15 jours pendant la campagne présidentielle. En fait, quand on a décidé de créer cette nouvelle émission, et on a été très nombreux à le faire, l'idée c'était que tout le monde puisse participer au débat politique, et ce pendant toute la campagne. Et je vais passer la parole à Pablo. Merci Cécile. Moi, ma tâche, c'est de présenter un peu l'équipe qui est là, tous ces gens qui ont permis cette prouesse de transformer une salle polyvalente de maison de quartier en plateau télé avec un live streaming, ce qui pour nous est pas rien. Donc on a sur le plateau déjà Cécile et moi qui allons co-animer cette émission, mais aussi Ibrahima et Bastien qui vont faire du fact-checking. Alors tout le monde n'est peut-être pas adepte de ces mots anglais, mais ça veut dire que c'est des gens qui vont vérifier en direct les faits qui seront dits sur le plateau et qui parfois pourront être faux. En tout cas, on aura cette interaction là-dessus. On a aussi Samy qui est en lien potentiellement avec vous sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec nous à l'aide du hashtag LaBrèche, que ce soit sur Twitter, Facebook ou sur YouTube. Il faut préciser aussi que cette émission va être traduite en langue des signes française grâce à une équipe qui fait partie de cette aventure. Et donc, c'est pas en direct, mais dans les jours qui viennent, une traduction en langue des signes sera prête, quoi. Je dois préciser aussi les règles du débat. Notre objectif ici n'est pas qu'il y ait des sujets tabous, des sujets qu'on évite ou quoi. Au contraire, on veut essayer d'aller le maximum au fond des choses. Pour autant, on va essayer de faire en sorte que personne ne monopolise la parole. On essaiera d'être garant de ça, que la parole de chacun puisse être respectée. Donc voilà, pas de sujet à éviter, mais par contre, on va faire attention à ce que tout le monde puisse parler et attention à ce que les gens ne parlent pas les uns sur les autres à cause de la traduction en langue des signes française. Voilà, je crois que j'ai tout présenté. Alors la thématique de la soirée, c'est la démocratie. On a structuré en fait cette émission autour d'une question. Cette question, c'est que peut-on encore attendre de cette élection présidentielle? On se dit que c'est une question qui en cache beaucoup d'autres. Est-ce que la démocratie est vivante une fois tous les 5 ans? Est-ce que le vote, c'est le seul moyen de prendre part à la vie politique? Et finalement, est-ce que voter, c'est un véritable moteur de changement? Ou est-ce que cela ne serait que tout changer pour ne rien changer? Ce soir, pour apporter des éléments de réponse à cette question, bon, on attendait Usul, mais malheureusement, la grippe a eu raison de lui. Nous avons... Alors d'abord, Charlotte Marchandise, bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Rennes, adjointe à la santé. Vous êtes candidate à la présidentielle et porteuse d'une candidature citoyenne collective qui a été choisie à l'issue d'un vote par jugement majoritaire sur laprimaire.org. Vous pourrez nous en dire plus, mais déjà d'une phrase, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette élection présidentielle ? Moi, j'attends de cette élection de voter pour un projet qui nous enthousiaste. Au premier et au deuxième tour, mon plus grand souhait, ça serait de ne pas voter contre ou de ne pas voter blanc sur cette élection-là. Ce soir, nous avons aussi avec nous Salah Mokrane. Donc, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc vous êtes coordinateur du Tacti Collectif, qui est une association culturelle et citoyenne très importante pour la vie toulousaine. Et vous étiez tête de liste des Motivés en 2001. Ouais. Et donc suite à ça, vous avez été conseiller municipal, donc entre 2001 et 2008. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez de cette campagne, Salah ? Bon, du résultat, pas grand-chose. Maintenant, moi, je suis assez sceptique sur la présidentielle, de manière générale, sur ce système-là. Par contre, pour être un peu positif, ce que j'en attends, c'est la Brèche TV. C'est des débats. C'est le fait qu'à un moment donné, il y ait une attention particulière pour le débat politique, même s'il nous est un peu imposé sous cette forme-là.
mais qui fait qu'en tout cas, on va peut-être avoir envie de s'emparer de la discussion entre nous, et pas forcément seulement autour de la proposition des candidats, mais autour des possibilités, des opportunités qu'on pourrait avoir d'en débattre. Et j'espère surtout que ça ne va pas trop se faire comme c'est trop le cas dans les campagnes électorales depuis ces dernières années, sur des questions d'identité, que ça ne va pas être de taper toujours sur la tête des mêmes, et notamment des gens du type de ceux qui environnent ce studio aujourd'hui et cette maison de quartier. On aura l'occasion d'y revenir, merci. Auré, vous avez milité, entre autres, en tant qu'étudiante contre le contrat première embauche en 2006. Vous étiez étudiante en sociologie. Et après avoir occupé les places avec Nuit debout, ici à Toulouse et en Ariège, vous participez maintenant au lancement de Jour debout, une nouvelle initiative dans le cadre de la campagne. Vous nous en direz plus. Mais en une phrase, qu'est-ce que vous attendez de cette élection ? Bon, ben voilà, mon petit effet est cassé. Jusque-là, les élections, j'en ai jamais attendu grand-chose. Et cette année-là, peut-être que j'en attends quelque chose, justement, et quelque chose d'autre, en tout cas, qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il se passe quelque chose qui ne soit pas prévu, que peut-être le train déraille un petit peu. Voilà ce que j'en attends. Éric Loen, donc vous êtes directeur de l'Université populaire de philosophie de Toulouse. Et dans le cadre de cette université populaire et aussi dans le cadre de la maison, du café philo et de la maison de la philosophie, vous avez animé des conférences, notamment sur la démocratie et la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous attendez rapidement de cette élection ? C'est une très bonne question. Alors, je répondrai de manière un petit peu décalée par rapport à ce qui est dit, puisque je suis là ce soir, moi, plus par rapport, c'est pour ça que j'ai été invité, par rapport à mon travail que je fais sur l'histoire de la démocratie, sur donc l'histoire des révolutions aussi. Et donc, j'aurais envie de dire que ce que j'attends de cette élection présidentielle, c'est la désignation d'un chef de l'exécutif en France. Acte 1. Voilà, acte 1. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des actes 2, mais je dirais que je reviens aux fondamentaux et aux basiques. Voilà. Évidemment, je reviendrai peut-être sur ce que je viens de dire, pourquoi je l'ai dit, parce qu'en fait, dans beaucoup de processus sélectifs, ou dans ce qui est au cœur de la démocratie, il y a deux niveaux, donc deux catégories d'attente, deux dimensions du fonctionnement des différents dispositifs. Ce qui va relever des attentes éventuellement, ou des espérances, des implications des acteurs de la vie politique, les citoyens, enfin toutes les personnes qui vont d'une manière ou d'une autre être intéressées ou participer. Et ensuite, il y a le fonctionnement institutionnel, ce que la plupart du temps on oublie dans les processus de vote ou démocratique, ils ne sont pas dissociables d'un fonctionnement institutionnel. Or, ce qui est recherché au niveau premier et fondamental n'est pas forcément, évidemment, ce qui est attendu ou recherché par le citoyen qui, lui, va voter. Et ça, ce que je dis là, ce n'est pas propre à notre présent, c'est aussi ancien que la démocratie en tant que telle. C'est pour ça que j'ai envie, comme je disais, de poser dès le départ là, une sorte de petit regard un petit peu décalé par rapport à ça, en disant que d'abord, la finalité de cette élection, c'est la désignation d'une personne pour la direction de l'exécutif, du pouvoir exécutif en France. Eh bien, merci à vous quatre pour cette petite mise en bouche. Alors, avant de rentrer plus à fond dans le débat, on va demander à Lucas de venir nous faire un petit décortiquage de la question en elle-même. Lucas, que peut-on encore attendre de cette élection présidentielle ? Bonjour Lucas. Bonjour, bonsoir à tous. Alors donc Bonsoir. pour cette première émission, donc le thème, la question du thème, c'est donc que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle ? Avant d'entrer dans le vif du sujet et du débat avec nos invités ici, je vous propose juste une petite immersion dans la question elle-même et de regarder brièvement les mots, soigneusement choisis par l'équipe de rédaction ici, qui la composent. Alors, que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle ? Tout d'abord, il y a le mot « pouvoir ». Le verbe pouvoir. Pouvoir, c'est un nom, bien sûr, et si c'est précisément le pouvoir que cherchent à exercer les candidats à cette élection, ici c'est un verbe. Que peut-on attendre ? Un verbe qui exprime à la fois la capacité, ce qu'il est possible de faire. Est-il possible d'attendre quelque chose de cette élection ? De quelle marge de manœuvre et de réflexion dispose-t-on pour penser cette élection présidentielle au-delà du simple suffrage qui la caractérise ? Ou qui exprime la permission, est-ce qu'on est autorisé ? Est-ce qu'on a le droit ? Est-ce qu'on est en droit d'attendre quelque chose de cette élection ? Dans toutes les sociétés, il a toujours été permis d'avoir des rêves, mais le problème, c'est qu'il n'a pas toujours été permis de les réaliser. Que peut-on encore attendre d'une élection présidentielle ? Il y a le mot « encore ». Alors avec ce petit mot, on voit poindre ici le léger cynisme des rédacteurs et rédactrices de cette question.
Certes, la désillusion est forte chez beaucoup de gens, certes, le principe d'élection ne fait pas recette chez tout le monde, et en vérité, on serait souvent tenté de répondre par la négative à cette question. Encore ? Non, merci, rien, on n'attend plus rien de cette élection. C'est vrai, après tout, le plus sûr moyen de ne pas être déçu par les autres, c'est encore de ne rien attendre de personne. Et puis, quand nos élus ne nous servent plus, peut-être devons-nous considérer qu'on n'est jamais aussi bien servi que par nous-mêmes. Mais on va jouer quand même, sinon c'est pas drôle, on est là pour ça. Donc on va mettre des parenthèses à ce mot « encore ». Comme ça, on peut l'enlever si besoin et se poser simplement, naïvement la question « que peut-on attendre d'une élection présidentielle ?» Mais que peut-on attendre ? Le mot « attendre » ici n'est pas anodin. Oui, parce qu'on a parfois la sensation d'être un peu les personnages de la pièce de Beckett, vous savez, en attendant Godot. Ces personnages qui sont dans l'attente de voir venir ce fameux Godot, ce messie porteur d'espoir et de changement, mais qui finalement ne viendra jamais. Et il ne viendra jamais parce que probablement il n'existe pas. Et que s'il n'existe pas, peut-être que nous non plus, nous n'existons pas. Peut-être que nous sommes des malades imaginaires, des patients qui patientons pour rien dans la salle d'attente d'un président médecin malgré lui, incapable de nous guérir depuis plus d'un siècle maintenant. Ou peut-être sommes-nous aussi, comme dimanche dernier, des électeurs imaginaires qui non-patientons dans les non-files d'attente des bureaux de vote de la primaire socialiste. Allez savoir. Et eux, ces candidats, eux, qu'est-ce qu'ils attendent de cette élection ? Pour une minorité, la probable accession au pouvoir en mai prochain. Pour la plupart d'entre eux, lucides et stratèges, la possibilité d'obtenir une place de choix dans le prochain gouvernement, pourvu qu'ils misent sur le bon cheval, celui qui gagnera la course quand eux ne parviendront pas à la ligne d'arrivée. Car oui, aux chasseurs adeptes de la chasse à courre, aux candidats ou à la candidate qui se lance dans la course, qui participe au concours, on opposera volontiers le chasseur sédentaire qui reste à l'espère, à l'affût de sa proie et qui scrute. Si nous ne participons pas à cette course, alors soyons les scruteurs de ce scrutin. Parce que dans attendre, il y a aussi attention, il y a porter attention, il y a faire attention, être attentif, en somme. Enfin, attendre, c'est esperar en espagnol. Esperar, espérer, avoir de l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Merci beaucoup, Lucas. En tout cas, on a bien fait de vous attendre pour cette chronique. Alors, cette question, que peut-on attendre de cette élection ? On en a fait le sujet de notre premier reportage. On vous propose de découvrir le quartier de Bagatelle à Toulouse, où est tournée l'émission de ce soir. Ici, ce sont les bénévoles de la maison de quartier qui répondent aux questions de la brèche. C'est parti. Alors, au niveau des élections présidentielles, au vu de qui se présente actuellement, j'attends pas grand-chose. En fait, moi, ce que j'attends plus, c'est d'une mobilisation des gens, enfin, plutôt des gens de gauche d'ailleurs, avec des valeurs progressistes, avec des valeurs qui pourraient faire évoluer la société. Donc des valeurs anticapitalistes, féministes, antiracistes, tout ça qui se rejoindrait et qui pourrait faire évoluer quelque chose. Mais je vous dis la vérité, moi avant j'ai voté, mais maintenant je vote plus. Parce que c'est toujours les mêmes paroles, mais il n'y a rien qui change. Ça fait 5 ans que je ne vote pas. Parce que je vote pourquoi ? Je vote qu'il y a le droit, qu'il y a tout le monde qui vive heureux, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Je ne sais pas moi, parce qu'il y en a qui demandent et il n'y a personne qui l'écoute, quoi. Alors, la démocratie, c'est peut-être pas la panacée, moi c'est le moins pire, et donc moi j'attends toujours quelque chose. Voilà, j'attends au moins le moins pire. Voilà. Alors c'est quoi le moins pire ? Le moins pire, c'est d'éviter que ce soit des gens qui n'ont rien à faire du pays, qui pensent qu'une chose, c'est s'en mettre plein les fouilles, et sur lesquels la population n'a absolument plus aucun contrôle. Alors aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'en France, on est à ce point-là. Les gens vont se déplacer pour voter, mais pas pour voter pour quelqu'un, mais voter contre quelqu'un d'autre. C'est ça le problème aujourd'hui. J'attends beaucoup de choses de cette présidentielle comme de toutes les présidentielles. Et moi, j'espère surtout que ce qui avait fait lever un espoir en 2012 pourra faire lever un espoir en 2017, mais pour qu'ils ne soient pas déçus cette fois-ci. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a voté pour beaucoup, en tout cas dans cette ville et dans ce quartier, pour François Hollande.
en espérant des choses, en espérant un rééquilibrage du partage des richesses. Hein. C'était un peu ça la thématique du grand meeting du Bourget. Et puis au final, on n'a pas eu du tout ça, on a même eu l'inverse, puisqu'on a eu la redistribution de milliards d'euros auprès des entreprises à travers le CICE et d'autres mesures, et qu'on a eu la loi travail, alors que c'est un contresens historique pour des forces de gauche que de proposer un peu plus d'asservissement et un peu plus de pouvoir aux patrons, un peu moins aux salariés. Donc voilà, je crois que les gens qui avaient voté pour François Hollande sont déçus. Donc, on vient de voir ce petit reportage. On voit que les attentes concernant les prochaines élections sont mitigées. Il y a d'une part un profond malaise avec des gens qui vont peut-être ne pas aller voter ou avec très peu d'espoir. D'autre part, des gens qui attendent encore véritablement quelque chose ou qui même s'engagent, combattent pour un candidat ou pour un autre. Ce qui est intéressant par rapport à nos 4 invités de ce soir, c'est qu'en fait vous êtes chacun porteur d'une façon différente de faire vivre la démocratie. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, une façon différente de faire vivre la démocratie. Déjà, vous m'avez présenté comme adjointe à la maire de Rennes, effectivement, mais je suis adjointe de la société civile et c'était une découverte et c'est que depuis 2 ans. Mais avant tout, je suis formatrice, avant tout, je suis citoyenne, avant tout, je suis militante. Et je trouvais déjà que faire vivre la démocratie, c'est dire que la politique, c'est un engagement à un moment donné, mais c'est pas qui on est. Et c'est pas un métier, c'est pas la professionnalisation. Et dans ce que j'entends beaucoup, c'est aussi cette question de c'est toujours les mêmes et on répète et on répète. Et pour moi, la première question de la démocratie, c'est faire en sorte que ce soit chacun à un moment donné qui puisse s'engager et qui puisse repartir et qui ne fasse pas des carrières politiques et qu'on puisse témoigner que c'est un engagement et qu'on a besoin d'éthique et de transparence et qu'on a besoin de faire des mandats uniques en même temps et qu'on a besoin de ne pas faire des carrières politiques. Et c'est avant tout, moi, ce qui m'a animée à partager ça, animée à témoigner depuis 2 ans en tant qu'élue de la société civile, à dire ce que je fais, à être super transparente, à expliquer comment on prend les décisions, à poser des questions. Et c'est parce que aussi j'étais nouvelle, parce que je venais du monde associatif, que quelque part je posais un nouveau regard sur la façon de faire la politique. Et je pense que si je devais faire un autre mandat sur le même poste, je ferais des choses beaucoup moins intéressantes parce que je ne serais pas nouvelle. Et sur l'élection présidentielle, alors ça s'est fait un peu par hasard. Je me suis d'abord présentée parce que je trouvais ce processus très intéressant, d'ouvrir l'élection présidentielle à tout le monde, de passer en dehors de partis, puisque beaucoup de Français, selon les sondages, on va voir avec le fact-checking, mais on est plutôt sur 8 sur 10 Français qui n'ont plus confiance dans les partis politiques. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'attend pas Godot? On fait quelque chose. Tout le monde peut se présenter. Mais quand tout le monde peut se présenter, là, sur la primaire pour il y avait 200 hommes et 8 femmes. Quand j'ai regardé. Et donc, c'était encore une fois de dire, je suis responsable. C'est de dire, j'arrête de râler et de dire, ça ne marche pas, je suis responsable. Et de dire, au fond, est-ce qu'on est capable d'imaginer une campagne politique différente? Est-ce qu'on est capable d'imaginer une campagne collective? Est-ce qu'on est capable d'écrire un projet sur cette présidentielle en faisant un pas de côté? Voilà, c'était cet engagement et on l'invente au quotidien, je dois vous dire. Vous, ça vous parle aussi, non, la responsabilité collective Oui, alors c'est vrai que faire vivre la démocratie, pour qu'on soit bien d'accord, c'est de ne pas limiter le débat à la démocratie électorale, parce que c'est vrai que là, on est dans le temps de la présidentielle. Alors, singulièrement, comme je l'ai dit un peu au début, c'est quand même aussi un temps particulier, parce que parmi toutes les élections qui peuvent exister. La présidentielle en France, est-ce que c'est vraiment un système particulier où on est à la limite de la monarchie. Ça c'est mon point de vue. Donc, faire vivre la démocratie, ça peut être les élections. Donc, j'ai déjà participé à des élections à Toulouse, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Mais ce n'est certainement pas que les élections. Et
Et c'est effectivement, c'est du collectif, et pas seulement non plus. C'est aussi une réalité qui est aussi faite de la possibilité que dans un quartier, moi je vais mettre beaucoup l'accent là-dessus, parce que c'est ma réalité, c'est une priorité politique pour moi, la question des quartiers populaires. Et je pense que c'est un de mes combats ou un de mes engagements, c'est de faire en sorte qu'on partage le plus possible et de plus en plus le fait que la question des quartiers populaires doit remonter dans la hiérarchie des questions politiques. Pas seulement parce que c'est des quartiers, mais parce que c'est un concentré des questions de société. C'est un concentré des questions sociales, des questions économiques, des questions écologiques. Voilà, pour moi, c'est cette vision-là que j'ai. C'est pas pour dire les gens qui sont dans les quartiers sont mieux que ceux qui sont à la campagne. C'est pas ça du tout. Donc, aujourd'hui, pour moi, faire vivre la démocratie, c'est de manière très très importante. C'est pour ça que, j'étais un peu ironique sur, on peut rien attendre de... C'est faire de l'éducation populaire. C'est-à-dire que la chance que moi j'ai 53 ans, et voilà, j'étais adolescent dans les années 80, et c'était encore un moment où on pouvait, quand on était jeune, je dis pas que c'est plus le cas, c'est toujours, mais c'est encore un moment où on avait quand même cette idée-là, cette idée que il pouvait y avoir, en dehors du système institutionnel traditionnel, des voies pour trouver la sienne, quoi, pour s'émanciper. Justement, par rapport à ça, Éric Lowen et Auré, vous avez deux initiatives qu'on pourrait qualifier d'éducation populaire en un sens différemment. Enfin, les cafés philo, qui sont des espaces où on peut travailler les concepts, en tout cas prendre du recul et en dehors de tout processus électoral, pouvoir réfléchir sur ces notions-là. À quel point ça participe, et je pose en même temps une deuxième question, ça vous permettra d'interagir, Auré, à quel point Nuit debout, qui a été un moment où, en dehors d'un processus électoral, des personnes se sont réappropriées une certaine façon de faire de la politique, à quel point ça a permis, est-ce qu'on pourrait appeler ça de la démocratie directe, qu'est-ce que ça a pu faire bouger en termes de pouvoir? Donc voilà, deux questions lancées à la mer, et puis à vous de voir comment vous répondez à ça. Je vais te laisser la parole d'abord en premier. Oui, donc on parle de faire vivre la démocratie. Moi, je suis extrêmement dubitative là-dessus. Déjà, j'ai envie de poser la question, est-ce que la démocratie, c'est l'élection? Et si on résume la démocratie à l'élection, je pense qu'on n'est pas sur la bonne pente. Et je pense que c'est un sentiment qu'on va partager. À Nuit debout... Alors évidemment, je ne parle pas au nom de Nuit debout, il n'y a pas de porte-parole, je ne représente personne d'autre que moi-même, donc je parle en mon nom propre. Il y aura sans doute des gens qui auront d'autres avis. Faire vivre la démocratie, je crois que c'est d'abord se la réapproprier, c'est revenir à la racine. Alors revenir à la racine, c'est être un peu radical. Radical, ça vient de là, revenir à la racine. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pour moi, c'est un idéal. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un azimut, c'est un horizon, c'est ce vers quoi on tend, c'est ce vers quoi, pas à pas et petit à petit, on doit aller. Et pour avancer, il faut commencer par poser les questions, il faut commencer par remettre en question. Voilà. Pour moi, et je pense que, alors je ne sais pas si on peut fact-checker, mais je pense que là, il y a beaucoup de Français, des gens, la plupart des gens, ceux qu'on voit notamment là dans ce micro-trottoir, ils veulent voter, ils en ont marre d'aller voter parce qu'on leur demande de voter pour le moins pire, ou alors ils ne votent plus du tout parce qu'ils savent qu'ils sont trahis, etc., etc. Donc voilà, c'est déjà remettre un petit peu sur les rails cette réduction qui est quand même une autoroute, quoi. C'est la démocratie, c'est les élections. Non, pas forcément. La démocratie, c'est pas forcément les élections. Ça peut être autre chose. Je vais peut-être pas m'apesantir, mais voilà, je pense que c'est cette question-là qu'il faut mettre au cœur du débat. Alors, effectivement, comme tu l'as très bien dit, les élections sont un aspect de la vie de la démocratie, mais effectivement, ce n'est pas le seul. Sauf que c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg où se focalise, où se cristallise tout ce qui fait la démocratie. Mais la démocratie n'est nullement réductible ni au mandat électoral, ni aux campagnes électorales. Il y a l'ensemble des dispositifs de la société au sens de ce qui pourrait relever la société de débat, la société de discussion, comme nous faisons ce soir, ou comme nous pourrions le faire dans n'importe quel endroit quand vous avez deux personnes qui discutent de politique, qui ont des idées, d'accord, pas d'accord. Donc c'est pour ça que quand on parle effectivement de la
la démocratie, c'est une notion beaucoup plus vaste que ce que l'on pense, puisqu'il y aurait même, on pourrait le rappeler, si par exemple on est convoqué pour participer à, par exemple dans le cadre judiciaire comme juré dans un procès, ça participe aussi de la vie de la démocratie. Donc la démocratie n'est pas réductible effectivement aux élections, sauf que c'est voilà, un processus qui évidemment focalise l'attention, focalise les esprits. Voilà. Et effectivement, comme là je pense que nous sommes relativement d'accord, c'est vrai que c'est toujours assez problématique de réduire la démocratie uniquement au processus électif, même si évidemment s'il n'y avait pas de processus électif, ce serait plus une démocratie. Donc là on est devant, comment dire, aussi une des particularités donc, qui fait une démocratie, c'est qu'il y a en même temps ce processus électif. Parce que si vous l'enlevez, à la limite, on pourra toujours garder les débats, pourquoi pas, au Café du Commerce, même dans les cafés philo ou dans n'importe quel endroit, mais à ce moment-là, ce ne sera plus une démocratie. Donc c'est pour ça que, évidemment, l'élection, on peut humainement comprendre pourquoi elle focalise. Je ne parle pas des gens qui ont des ambitions politiques, mais je parle au point de vue simplement de la préoccupation de monsieur ou madame tout le monde dans ces questions-là. Bien sûr que c'est aussi quelque chose des élections qui focalisent l'attention, et quand je dis les élections, on va être évidemment plutôt sur l'élection présidentielle que sur les élections cantonales, d'accord ? Parce qu'il faut rappeler que là, nous sommes devant justement un biais, je dirais, démocratique. Quand nous parlons ici de démocratie, nous sommes des gens qui, pour des raisons diverses, avec des cheminements divers, sommes plutôt des gens qui avons, je dirais quelque part, des passions politiques. C'est-à-dire que par des engagements comment dire, dans des cadres électifs, en étant élu, ou en se présentant aux élections, ou en s'occupant dans des mouvements. Voilà. Je pense que nous avons tous un intérêt pour ces questions-là. Sauf que le français commun n'a pas forcément, peut-être, au point de vue de sa vie, de son existence, la politique comme passion. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de passion, et ça ne veut pas dire qu'à la limite la politique ne peut pas l'intéresser, mais ça veut dire que peut-être qu'il est beaucoup plus intéressé par l'art, ou par des activités sportives, ou par des activités humanitaires, ou par des activités, par exemple, s'occuper de ses enfants. Et effectivement, tout le monde n'a pas la passion politique. Tout le monde n'a pas la joie, ou ne trouve pas, je dirais plutôt de joie ou de plaisir à aller débattre politique jusqu'à des heures indues dans des AG ou des choses comme ça. Donc il ne faut pas oublier que souvent les militants de tous les partis, quels qu'ils soient, sont quelque part des déformateurs du rapport courant aux faits politiques, parce qu'ils sont animés, moi aussi le premier, souvent de ces passions politiques. Après, on s'engage dans un parti, dans un mouvement, dans ceci ou cela, dans les syndicats. Voilà. Donc on comprend tout à fait le biais que vous décrivez. Hein. Et donc pour continuer sur cette question de la participation, et notamment de la participation au débat, on vous propose de regarder tout de suite notre deuxième reportage. Donc, on va suivre l'aventure de Wallace Cotra, journaliste sourd, quand il est allé au meeting de Alain Juppé, Arnaud Montebourg et Manuel Valls. Ça s'appelle « La France m'a oublié » et on découvre ça tout de suite en images. Il n'y a pas d'interprète. Normalement, les interprètes arrivent en avance pour préparer un petit peu. Bon, on va voir. Normalement, il y a aussi de la retranscription directe parfois. Là, il n'y en a pas du tout. Je demandais où étaient les places réservées aux personnes sourdes pour être en face de la scène. Normalement, s'il y a un interprète qui est présent, qu'il est filmé, à ce moment-là, l'incrustation est retransmise sur un écran et les sourds sont en face. Mais là, il n'y a rien. Normalement, quand la personne s'exprime, l'interprète est sur scène, filmé ou pas. Là, l'interprète est mis complètement à l'écart. Il n'y a aucun confort d'écoute réservé aux personnes sourdes, elles sont mises complètement de côté. On va essayer d'en savoir plus avec les repérages. qui vont se succéder ici, et
Je vais essayer d'aller voir les personnes responsables de l'organisation de ce meeting pour essayer de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'interprète. Donc je suis en train de chercher cette personne. Venez. C'est bizarre. Il y a des interprètes sur place, mais elle n'est même pas au courant. Je sais où sont les interprètes. Ils sont juste là-bas, derrière. Juste à côté, vraiment. Ce lieu, j'ai eu la chance de l'inaugurer. Des responsabilités, transférer des compétences aux collectivités. Pour moi, les interprètes sont exactement ici comme décoration. Dans notre métier, on est souvent vu, on est très utile en tant que personne présente, en tant que personne humaine, mais là, les interprètes sont vraiment pour l'image. C'est juste pour montrer le côté brillant des choses. C'est la personne responsable. Des contrats rémunérés. C'est l'occasion de le faire. L'ensemble de l'équipe de campagne. Et les propositions qu'a eu l'occasion de dire notre candidat Arnaud Montebourg, qui dans ses discours et dans ses... Waouh! Ouf! Ah oui, la communication était vraiment très difficile. Les interprètes n'avaient pas de bonnes conditions de travail. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'étais très loin. J'avais du mal à voir les interprètes. Excusez-moi, il n'y a pas d'interprète. Pourquoi il n'y a pas d'interprète? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, il ne me comprend pas. S'il vous plaît, vous, monsieur, il n'y a pas de... S'il vous plaît, un petit moment. S'il vous plaît. Il n'y a pas assez d'écoute. Bonjour, je suis un journaliste sourd et il y a une interprète là pour traduire mes propos. Alors, vous faites des meetings partout en France, vous essayez de communiquer auprès de tous les citoyens, mais ici, il n'y avait pas d'interprète en langue des signes. Du coup, vous oubliez les personnes sourdes. Mais là, il n'y avait pas d'interprète. Oui, mais aujourd'hui. D'accord, on verra plus tard. C'est un beau message. Merci. Pour savoir que j'ai souhaité personnellement, parce que ce meeting, ça soit traduit en langue des signes. Mais vous avez des difficultés financières. Et nous aussi, parce qu'on n'a pas pu avoir un écran géant, on aurait pu avoir une pub, un projet, notre traduction en langue des signes. Donc vous voyez, les problèmes que vous évoquez pour vous-même, les problèmes qu'on les a aussi pour nous dans notre campagne. Mais Moi, je vais voter. Moi, je vais voter. Mais c'est pas possible. Imaginons une personne, elle vote pour quelqu'un qu'elle aime bien. Mais comment puis-je voter sans accessibilité? Oui, c'est vrai, je vais aller voter. Mais je vais voter blanc. Donc voilà, on a choisi ici d'aborder la question de la participation plutôt que celle de l'abstention, hein. Enfin, on est bien d'accord que la question de l'abstention est une question fondamentale, mais on voulait plutôt parler du fait que beaucoup de gens ne peuvent pas participer au débat ou au vote, par exemple parce qu'ils sont sourds, mais aussi parce qu'ils sont prisonniers ou sans papier. Et donc, on voulait savoir... On a des papiers, parfois on ne peut pas voter. Ouais, voilà aussi, ce que vous en pensez. Pourquoi? Parce que le droit de vote pour les étrangers non communautaires dans ce pays n'existe pas. Donc on peut voter si on est algérien, et quelle que soit de nationalité algérienne, je veux dire, et uniquement, ou de nationalité chinoise, puisque aux élections nationales, de toute façon, aucun étranger ne peut voter. Donc ça fait partie des... Alors pour le coup, parce qu'on a beau, et j'ai beau dire que j'attends pas, je sais peut-être je vais aller voter, ou je vais voir, je sais pas encore, mais ceci dit, la base c'est que tout le monde ait le droit d'aller voter. C'est une promesse de la gauche depuis 1981, il me semble, systématiquement à toutes les élections nationales. Depuis très très longtemps, en tant que les moins de 20 ans,
Oui, ça fait longtemps que c'est une promesse. Mais on voit bien que, par exemple, j'ai un autre exemple, puisque toujours je disais qu'elle est pas mal insistée sur la question des quartiers populaires. On a, bon, je vous passe les détails, les gens iront fact-checker la question de la politique de la ville, la mise en place des conseils citoyens, qui est, après tout, un temps démocratique au plus proche des quartiers, là où il y a des contrats de ville. Bon, je vous ai dit que je vous passerai les détails. Mais par exemple, ces conseils citoyens sont composés d'habitants du quartier qui peuvent être tirés au sort, qui peuvent être volontaires. Et il y a eu un débat intéressant, par exemple, là-dessus. C'est comment on tire au sort. Alors à Toulouse, bon, ça a été une espèce de mix, mais enfin, il y a eu, mais y compris à Toulouse et dans d'autres villes, on tire au sort sur les listes électorales. Donc ça veut dire qu'il faut être inscrit, qu'il faut avoir le droit de vote, qu'il faut avoir ses droits civiques, qu'il faut être majeur. Alors que bon, on peut peut-être imaginer que dans ce cas précis, après tout, il n'y a pas peut-être besoin d'avoir, et singulièrement d'avoir 18 ans, on peut avoir 15 ans, 16 ans, et avoir des choses à dire sur la vie de son quartier, sur le club de foot. Parce que c'est la petite différence que, enfin, juste pour apporter une nuance par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas spécialiser le débat politique. Pour moi, faire de la politique ou participer, on peut être responsable d'un club de foot et pour moi, on fait de la politique. Parce qu'à un moment donné, on a quelque chose à dire sur l'organisation, même de la politique sportive, même si c'est que ça. Et sur les différentes formes de participation et d'implication, on a une question qui nous vient des réseaux sociaux, c'est la première, alors on est content. Honesty, qui sur YouTube, enfin il y en a d'autres, hein, mais bon, là c'est la première qu'on va partager avec vous. Honesty sur YouTube, qui vous pose une question à vous, Charlotte. Et bon, après que quelqu'un d'autre a précisé, est-ce que Charlotte Marchandise n'assume pas le fait qu'elle est à la mairie de Rennes? Vous pourrez aussi répondre à cette question. Mais la question d'Honesty est... Charlotte, nous proposes-tu de participer directement à la vie politique, de directement proposer nos solutions d'amélioration? Et une question subsidiaire pourrait être qu'on rajoute, est-ce que Internet, puisque vous avez beaucoup utilisé Internet, est un moyen et à quel point de cette participation? Alors, si j'assume complètement la ville de Rennes, moi je suis fière de ce qu'on met en place en tant que société civile, d'être pas encarté, et on a mis en place du budget participatif où c'est les gens qui votent sans veto politique, enfin qui proposent des projets et qui les votent. Il y a des choses qui marchent, tout ne marche pas, mais je l'assume complètement, tout comme j'assume de travailler au niveau national. Sur les quartiers populaires, on travaille avec des élus de droite, de gauche, non encartés, et l'enjeu il est beaucoup plus fort que les partis, et c'est ça qui est intéressant sur le terrain. Et effectivement, un club de foot, moi je pense que parler de politique, c'est parler de la vie de la ville, c'est parler de l'éducation, de la santé. D'ailleurs, dans les hôpitaux psychiatriques, c'est aussi un endroit où on ne vote pas forcément, et c'est des vrais problèmes. Sur la participation, on n'a pas voulu, nous, créer une plateforme où tout le monde peut participer, parce qu'on sait que tout le monde ne va pas participer, que ça va être toujours les mêmes qui peuvent interroger. Alors, tout le monde peut évidemment interroger ce qu'on propose. En revanche, l'idée, c'était plutôt de proposer une méthode autour d'un projet de société humaniste, de justice sociale, de paix, et de dire dans cette méthode-là, on va aller chercher les initiatives qui existent déjà de la société civile. Quand il y a des jeunes d'un quartier qui ont une politique qui arrive à mettre en place de la médiation nomade, je pense à eux, à Bagneux, qui font des trucs formidables, comment on fait remonter ces propositions qui sont déjà travaillées collectivement et on les met sur un programme à l'échelle. Comment, quand il y a des associations sur les sources, sur les paralysés de France qui ont fait une plateforme participative, et nous, on remet des propositions qui sont déjà participées, construites collectivement à partir d'initiatives qui marchent. Et donc, c'est plutôt d'ouvrir ça. En revanche, et là, je rejoins aussi de dire, et c'est ce que j'assume vraiment la ville de Rennes, c'est que la politique, l'élection, elle doit permettre de dialoguer en permanence avec ses élus. Et on ne le fait pas toujours. On est allé voir nos députés pour beaucoup de gens autour de moi pour la première fois pour la loi de travail, mais en se disant, en fait, ça devrait être un dialogue permanent, on devrait demander des comptes et on devrait toujours dire, et quand un candidat fait une promesse, on devrait pouvoir dire, voilà, nous on va faire ça et on va le faire dans 6 mois, dans 1 an, voilà combien d'argent on va mettre sur la table, voilà comment on va le faire. Et la démocratie, elle veut dire comprendre les moyens, comprendre la façon dont on le fait, avec qui le fait, et effectivement, qui on tire au sort. Ça, c'est vraiment super important de dire on tire au sort tout le monde ou pas, et de l'assumer le cas échéant. Auré, en entendant Charlotte Marchandise, ça peut faire un petit peu penser aux méthodes de Nuit debout, en fait, hein, comment on fait pour susciter la participation sur la place.
Je pense que vous avez peut-être un petit témoignage là-dessus. Juste, ouais, sur la participation, moi j'ai un petit souci à l'oreille avec le faire remonter en fait. Et ouais, bah oui, on se refait pas. Mais effectivement, faire remonter, ça suppose qu'il y a une verticalité. Et pour moi, alors je suis peut-être idéaliste ou utopiste, mais pour moi, la démocratie, ça serait revenir justement à des rapports d'horizontalité. Le numérique, la participation par le numérique et tout, je trouve ça très bien. Mais on sait très bien qu'il y a des biais, que les gens qui vont sur Internet, qui participent sur Internet, c'est un certain type de personnes et c'est pas ouvert à tous. Donc je sais que vous en avez bien conscience, mais c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Mais dans la rue aussi, hein, même si la rue est ouverte et même si on n'a pas besoin d'une connexion Internet pour se joindre au débat de la rue, il y a des barrières sociales, il y a des biais sociologiques, évidemment. Et justement, la question, c'est un petit peu de savoir comment on fait participer. Mais oui, mais on les fait participer à quoi? Moi, je crois que les gens, ils en ont marre surtout de pas avoir leur mot à dire ou de faire des chèques en blanc, parce qu'en fait, l'élection d'aujourd'hui, concrètement, c'est un chèque en blanc. On dit à un type, allez-y, choisissez pour nous pour les 5 ans à venir. Mais ça, je pense que les gens en ont marre de ça. Et ils participent plus parce qu'on leur demande plus de participer quelque part. Ils sont tellement pas inclus dans les politiques que ça paraît normal qu'ils se désinvestissent. Et voilà, donc moi je comprends qu'il y ait des gens qui disent par exemple « je m'abstiens, c'est politique, c'est pas que j'en ai rien à foutre, au contraire, je suis particulièrement intéressée à ces questions-là, mais je m'abstiens parce que je ne veux plus cautionner ce système-là. » Et peut-être qu'en arrêtant de cautionner ce système-là, on pourra mettre en place un autre système. Et juste parce que quand même, quand vous organisiez, par exemple, vous étiez parmi les organisatrices de Nuit Debout. À Nuit Il n'y a Debout, pas d'organisateur à Nuit Debout. Certes, mais moi j'y ai participé aussi. Quand on arrive sur la place, il y a des gens qui font en sorte que ça se passe. Exactement. Et ces gens-là, ils ont réfléchi à des méthodes ou des façons de faire. Ou est-ce que vous réfléchissiez à comment l'animation pouvait se passer? Est-ce que vous réfléchissiez à comment la parole peut être fluide? Comment faire pour que quelqu'un qui se dit à un moment donné, tiens, j'ai envie d'y aller, qu'il puisse le faire. Alors, il y a des petits moyens, des petites techniques. Notamment, on n'est pas tous à l'aise de la même manière au micro. On le sait très bien, la prise de parole est absolument pas libre. Donc voilà, par des petites techniques comme des crieurs qui venaient crier les messages que les gens n'osaient pas porter. Évidemment, on trouve des petites solutions. Mais je crois qu'il faut aussi rester lucide et savoir faire l'autocritique de Nuit Debout. Et l'autocritique de Nuit Debout, c'est que c'est toujours un petit peu les mêmes qui ont porté, enfin voilà, il y a le problème de l'entre-soi, qu'on a beaucoup décrié, etc., qui s'explique pour plein de raisons. Mais cet entre-soi, en fait, il a aussi des explications juste bassement matérielles. C'est concrètement qui peut être sur les places publiques tous les soirs. Eh bien, c'est plutôt les chômeurs, c'est plutôt des gens qui n'ont pas d'enfants, etc. On le sait. Donc, je pense que peut-être, voilà, là où le bas a blessé avec Nuit Debout, ça a été peut-être de faire tous les soirs. Et c'est justement à ça qu'il faut réfléchir. Parce que faire tous les soirs, ça suppose que ça soit souvent toujours les mêmes. Je voulais juste dire un truc parce que je pense que faut pas il faut qu'on fasse nos autocritiques de nos expériences respectives, mais par contre, je pense qu'il faut pas avoir moi, j'ai pas beaucoup participé à Nuit Debout. Des fois, je suis venu comme ça, un peu de loin, mais j'avais fait motiver. Des fois, quand je voyais certains types de débats, quand on a fait motiver à Toulouse, c'est pour faire un peu court, puisqu'on ne peut pas être trop long, des fois, j'avais l'impression, je me disais, tiens, ça ressemble, on a fait 6 mois de Nuit Debout, alors que c'était une campagne électorale, parce que des âgés, bon. Et ce que vous dites, c'est-à-dire qui a le temps, à un moment donné, il faut discuter, qui peut rester tard, des choses comme ça. Mais j'ai pas l'impression, moi ce que je trouve intéressant, c'est pas de dire on a la solution, c'est de dire qu'on est en train, justement, à chaque fois, on pose des choses et ça reste. Et donc c'est ça qui... alors, il peut y avoir un petit moment dans un quartier, des fois c'est un groupe de gens comme ça, et ils n'ont pas changé la vie du quartier. Je veux dire, malheureusement, on n'a pas changé la vie du quartier. Mais on crée de la mémoire, on crée des... Et ça, c'est faire vivre la démocratie. C'est quelle mémoire collective on est en train de se créer. Après, c'est pour ça que je reviens juste à la question de l'éducation populaire. Là où, par contre, on a un vrai sujet, il me semble, c'est sur la question de la transmission. C'est-à-dire que vous avez fait Nuit Debout, j'ai fait Motiver, vous faites autre chose. Bon, peut-être on ne le fera pas toute notre vie. Peut-être il y a des gens qui ont fait Nuit Debout 2 jours, 3 jours, 1 mois, 6 mois. Et ils ne le referont plus.
mais ils ont quand même un savoir, quoi. Ils ont une expérience. Comment on la transmet, quoi. C'est pour ça que je parlais d'éducation populaire. Et on en fait tous de l'éducation populaire. Mais par contre, c'est vrai que moi, je m'interroge beaucoup sur... C'est pas pour reproduire le système des grandes fédérations tel qu'il y a pu y avoir, hein, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour organiser la transmission, pour tracer, pour que ce soit accessible, pour que... Voilà. Alors, on va justement... profiter d'un troisième reportage pour pouvoir creuser un peu plus la question de la participation et de l'engagement, avant de s'attaquer après, de façon un petit peu plus précise, à un entre-soi qui peut-être pourrait paraître un petit peu plus critiquable. Donc je vous propose de redonner la parole aux habitants du quartier de Bagatelle à Toulouse. On va regarder ça ensemble tout de suite. C'est à nous, les habitants, les citoyens, d'avancer avec les autres pour que les quartiers puissent s'épanouir et trouver un futur ensemble. Pourtant, tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas le droit de vote. Oui, mais je n'ai pas la nationalité française sur les papiers, mais je suis engagé en France. Je suis une personne qui s'implique dans la vie de la France, dans la vie de la République, mais depuis longtemps. Et je me considère comme un Français. Je suis un Français de fait, si vous voulez. Mais c'est que le droit de vote que je ne fais pas. Alors, je milite actuellement pour avoir un espoir. Actuellement, j'en ai aucun, on va dire ça comme ça. La société, vu comment elle évolue, non, là, j'ai aucun espoir. Et c'est pour ça aussi que je milite, pour essayer d'avoir un avenir, moi et les autres aussi. Peut-être que moi, j'en aurai pas, peut-être que je militerai pour que les autres en aient un. En tout cas, je pense que là, la société, à l'heure actuelle, est vers là où elle va. Non, on n'a pas d'avenir, on n'a rien à faire, quoi. Il n'y a pas vraiment de futur utopique possible, quoi. Aujourd'hui, faire une réunion politique dans un parti politique, c'est pour parler de beaucoup de stratégies, parler de quand les prochaines élections, comment on va tracter, etc. Mais comment on organise des repas de quartier, comment on organise la rencontre des gens, comment on fait pour que les gens des différentes communautés religieuses se parlent, des différentes origines se parlent, des différents quartiers se rencontrent. Comment on fait ça? Comment on fait que les gens qui sortent d'un bas de chez eux, ils n'aient pas peur de leurs voisins, quels qu'ils soient, parce que ça marche dans tous les sens. Ben, ça, aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui se posent dans les partis politiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, la forme d'organisation des partis ne permet pas d'exprimer aux citoyens lambda de s'intégrer dans le débat politique, simplement. La démocratie, dans la Grèce antique, c'est quoi? C'est aussi la participation des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens, on ne vote plus pour les citoyens, on vote pour des notables, aujourd'hui, qui sont choisis par les partis. Et ils ne représentent pas, ils ne représentent plus les citoyens. C'est ça la difficulté. On n'est pas, je pense qu'on est arrivé à un moment pas à la fin de la démocratie, mais on est un petit peu dans une démocratie un peu sclérosée. Donc, pour rebondir sur le reportage, hein, nos élus nous représentent-ils? On va aborder la question de la représentativité des élus, notamment à l'Assemblée. Alors, c'est vrai que pour certains, on vit une véritable crise de la représentation, avec ce qu'on pourrait appeler un plafond de verre. Hein. À l'Assemblée, il y a seulement 26% de femmes, 2% d'ouvriers, très peu de jeunes. En fait, autrement dit, une immense majorité de vieux hommes blancs et diplômés. Et donc, on en arrive à la question de la professionnalisation de la politique, dont vous parliez tout à l'heure.
Donc, quels pourraient être les outils, à la fois du point de vue de l'organisation, des mandats, etc., mais aussi, vous parliez du tirage au sort auparavant, pour organiser la vie politique afin qu'on ait une représentation plus paritaire, plus intergénérationnelle, plus diverse. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui ont été écrites, il y a plein d'idées, et du coup, c'est comment on choisit ensemble, comment on parle du rôle de l'élu, comment on dit que l'élu, c'est pas celui qui a le pouvoir de décider, parce que, et moi, quand on parle de participation, je trouve qu'on parle pas assez de pouvoir, parce que les gens discutent et se posent des questions, c'est bien, mais si on leur donne pas les moyens de mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place, si on leur donne pas les moyens d'améliorer leur route, si on leur laisse juste choisir les pots de peinture, c'est pas de la participation. Et donc, il y a la question de l'élu, est-ce que c'est lui qui a le pouvoir de décider de donner de l'argent ou pas, que ce soit au club de foot ou au CICE au niveau national, ou est-ce que c'est quelqu'un qui anime, qui pose des questions à des experts, parce qu'à un moment il faut aussi des experts, qui posent la question des sous, où est-ce qu'il y a des sous, et puis surtout qui écoute les habitants et qui écoute tous. Et tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes, c'est pas que des étudiants, etc., etc. Et que c'est pas parce qu'on est un candidat femme qu'on représente toutes les femmes, c'est pas parce qu'on est un candidat jeune qu'on représente tous les jeunes. En revanche, la solution et la solution de refaire la Constitution, et Nuit debout, ils travaillent, et la commission notamment de Rennes, du coup, ceux que je connais, et sont en train de proposer beaucoup de solutions, et qui en fait partent d'abord d'un jury citoyen et dire en fait, voilà, il y a plein de solutions et il faut qu'on choisisse ensemble. Et je crois que le vrai sens du politique aujourd'hui, c'est de dire, j'ai pas la solution, mais on va créer un espace de débat et on va trouver des réponses ensemble et on va écrire une nouvelle façon ensemble, parce que le monde a changé, effectivement. Des choses qui nous paraissaient justes il y a quelques années ou à l'époque d'Athènes sont peut-être pas les solutions du 21e siècle. Et c'est pour ça que je ne me permettrai pas d'avoir de réponse. À la seule limite près de la charte anticorps pour l'éthique et la transparence en politique, qui me semble la réponse au sentiment de corruption et de professionnalisation. Éric Lowen, la question du tirage au sort, c'est une question qui revient de temps en temps. Est-ce que c'est quelque chose qui aide, à votre avis, déjà, qui est faisable, et si oui, quelle modalité ? Ça s'appelle une idée à la con. D'accord. Le rôle du tirage au sort dans les démocraties, c'est neutraliser la dimension politique et le pouvoir politique des personnes que l'on met en place. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils n'ont aucune légitimité politique. Le dispositif a été testé. Vous savez, tout ce qu'on discute là, ça a discuté depuis que la démocratie existe. Tout a à peu près été testé, comme dispositif suivant les pays et les époques. Et en fait, il y a une idée que je vais vous soumettre qui peut-être est énervante parce qu'elle remet en cause des conceptions qui sont des conceptions non pas de la démocratie, mais une conception souvent très politisée de l'idée de la démocratie, donc parfois très utopique. Il n'y a pas en démocratie de solution formaliste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous adopterez un dispositif quelconque pour résoudre un problème, la non-réitération des mandats, très bien. Personnellement, c'est une idée que je défends depuis très longtemps et ça ne coûtait rien de le mettre en place. La non-réitération des mandats, c'est le non-renouvellement des mandats qui oblige à faire un turnover plus important pour les hommes politiques. À Athènes, c'était le cas dans l'Antiquité. Sauf que toute mesure que vous mettez produit ses effets négatifs. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là bien comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle sur un dispositif quelconque. Ça veut dire que si on met en place un tel type d'élection, un tour, deux tours, tirage direct avec des grands électeurs ou ceci ou cela, à chaque fois nous avons des qualités dans le système et des défauts du système. Et en fait, ce qui, la plupart du temps, les gens ne se rendent pas compte, c'est que souvent, beaucoup de solutions qui sont parfois proposées, ok, elles vont résoudre ce problème-là, mais elles vont soulever d'autant plus de problèmes, et parfois des problèmes plus importants, de l'autre côté. Donc en fait, souvent, je ne parle pas quand on est dans une élection, mais quand il y a la nécessité d'organiser une démocratie lors de sa création, il y a des choix qui interviennent, et je ne dis pas que certains sont bons ou mauvais, puisque là c'est après aussi un jugement politique de ça. Il faut bien comprendre que tout ce qui a été dit jusqu'à présent aussi exprime des conceptions politiciennes dans le rapport à la démocratie. Moi je ne suis pas du tout certain qu'il y a des gens qui, dans le rapport à la prochaine élection, tout le monde, excusez-moi de dire ça un peu provocateur, tout le monde n'est pas de gauche. Et il y en a qui attendent beaucoup et positivement de la future élection, et ils ont, je pense, pour certains, de fortes chances d'arriver au pouvoir. Voilà, donc faites attention, si certains sont plutôt dans des logiques telles que vous avez exprimées, et qui sont des positions tout à fait légitimes, elles ne sont pas forcément représentatives de toute la population française, en tout cas de toutes les personnes qui vont voter ou qui ne vont pas voter. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ne pas parfois confondre ce qui est une position légitime au point de vue des idées, mais
une position politicienne dans le rapport à la démocratie, avec après ce qui relève finalement du débat même des idées politiques, ce qui ne veut pas dire que c'est un problème démocratique. Ça veut dire qu'on le pense comme un problème démocratique parce que ce sont ces positions, nos convictions à ce moment-là. Les vrais problèmes au point de vue de la démocratie française, on pourrait en citer, on pourrait entrer dedans, mais ce n'est pas forcément ce que les gens perçoivent comme un problème. Par exemple, en démocratie, l'abstention n'est pas un problème. Sur les structures de fonctionnement de la vie démocratique, l'abstention n'a jamais été un problème. C'est une forme de participation. C'est aussi une forme de participation, et je vais le dire très cyniquement. Merci les abstentionnistes, à chaque fois que moi je vote, grâce à vous, j'ai plus de pouvoir. Donc je vous en remercie beaucoup, mais de facto, les abstentionnistes, ils participent en participant autrement. Mais c'est pour ça que quand je dis que la démocratie n'est pas menacée par l'abstention, ça choque un idéal de démocratie, que souvent on aimerait avoir pour de bonnes raisons, mais il ne faut pas confondre le fait que ça choque un idéal, qui est aussi un idéal dans une certaine conception de la démocratie, après avec le fait que ça pose un problème. Le fait qu'une élection intervienne neutralise de toute façon la question du nombre de personnes qui donc ont voté pour le candidat. Parce que le fait que la personne soit élue, en quelque sorte, c'est un effet de clipper. Peu importe qu'il ait été élu avec 10, 50, 70 ou 90%, l'élection, en quelque sorte, gomme cet aspect-là. Mais moi, je pense qu'il faut mettre quelque chose au clair tout de suite. C'est pas parce qu'on va améliorer, et je le souhaite, le système électoral, que ça nous dédouane à nous de notre responsabilité ou de nos capacités à intervenir dans la démocratie ou dans le débat démocratique. On peut effectivement faire en sorte qu'il n'y ait pas de renouvellement des mandats, que l'élection soit à la proportionnelle intégrale, faire en sorte qu'il y ait, même malgré tout, parce que vous dites l'abstention, à ce jour, effectivement, le minimum de participation est tellement bas qu'on peut être élu avec très très peu de votants. Mais on peut aussi monter ce minimum de participation pour légitimer un peu plus. Mais de toute façon, c'est certain que, aussi parfait sera le système électoral, ça n'empêchera pas notre responsabilité ou notre capacité à intervenir dans le contrôle, dans la révocation et dans l'organisation de notre vie, de notre vie, y compris de notre vie collective. Et bon, là, vous parliez, parce que vous avez parlé donc des parlementaires, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau et même, après les interventions sur effectivement les inquiétudes qu'on peut avoir sur l'état de notre système démocratique, du coup, pour moi, ça renvoie encore plus, et plus que jamais. Ça ne veut pas dire que je souhaite qu'on en reste là, mais au fait que le niveau local, de là où on est, et ça n'enlève pas des réflexions et l'importance des sujets internationaux ou de l'état du monde. Mais, comme disait Glissant, penser local pour agir global. Et pour moi, c'est là que ça se passe. Et c'est là c'est pas super réjouissant, mais je pense qu'on est contraint à de la reconstruction, à de la réélaboration. Il faut qu'on l'accepte un petit peu. Il y a une question qui nous vient de Facebook, c'est Alice qui la pose, et c'est pour au-delà de la question locale, de comment est-ce qu'on peut penser nous-mêmes notre action, mais globalement, elle pose une question à Auré. Elle dit, mais est-ce que du coup, le projet que vous avez, Auré, est un projet de démocratie radicale ? Autrement dit, quelle forme cela pourrait prendre si l'on sort du cadre électoral ? Quelle gestion du commun dans un processus qui ne serait pas vertical, mais horizontal ? Non, c'est évidemment la grande question. Et là où je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit avant, c'est que moi, ça me pose quand même un énorme problème de me dire que même si 3% des gens vont voter, ça finit quand même par aboutir sur quelqu'un qui nous dirige. Enfin, je sais pas, mais là, il y a quand même quelque chose qui cloche dans la machine. Donc, moi, c'était quoi la question ? La question, c'est est-ce que vous êtes capable de
dessiner les contours d'une alternative à un processus électoral. Comment est-ce que les décisions pourraient être prises dans un processus horizontal? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Dessiner les contours, je ne sais pas, ça prend du temps, etc. Moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par... c'était quand même le départ des Nuits debout. On s'arrête, on réfléchit. Bah ouais, à un moment, il faut arrêter cette espèce de machine, cet emballement, là, ce train sans conducteur. On l'arrête et ensuite on réfléchit. On réfléchit justement à ça, au fait qu'on peut élire des gens, même si... il n'y a que 3% de la population qui va voter. Ça représente quoi? Ça dit quoi? Voilà, moi je pense que c'est pas forcément par l'élection qu'on peut faire le mieux démocratie. On pourrait aussi, alors on parle de mandats révocables, etc., etc. Pourquoi pas? Mais quand même déjà se poser la question de, effectivement, les abstentionnistes font monter les voix de ceux qui votent, effectivement, mais qu'est-ce qui reste comme alternative quand on est en gros obligé d'aller voter et qu'on ne peut pas voter blanc? C'est-à-dire qu'on n'a pas l'option de dire aucun de vous. Enfin, pour moi, c'est quand même la condition sine qua non d'une démocratie électorale. Si on veut choisir des représentants, élire des représentants, ok, mais il faut qu'il y ait quand même la possibilité de dire aucun de vous. Tout simplement, aucun de vous. Ceux qui ne peuvent pas dire aucun de vous, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sortent du cadre. Ils vont en dehors. Voilà, et ils s'abstiennent. Donc après, on leur dit « Ah, mauvais abstentionniste, tu ne te prononces pas, tu n'as pas le droit de critiquer, tu n'as pas le droit à la parole. » Bon ben voilà, double musellement, pour moi. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais. Moi, le dernier sondage Sciences Po CNRS sur les Français dit que 89% des Français considèrent que les élus ne s'intéressent pas à leurs problèmes du quotidien. Je pense que le pourcentage de gens qui soient de droite ou de gauche, qui croient vraiment que leur candidat va avoir des solutions, il est quand même très très bas. Et je voulais juste rajouter ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup de désillusions. Et sur le vote blanc, si 50% de vote blanc, ça faisait annuler l'élection, à mon avis, il y aurait beaucoup de votes blancs. Et ça serait très intéressant ce qui pourrait se passer. Ça nous fait une bonne transition pour aller vers la question d'après, mais avant ça, on me fait signe, les personnes qui font le lien avec les réseaux sociaux, les internautes qui souhaitent interagir avec l'émission et notamment qui souhaitent contredire des choses qui sont dites sur l'émission, s'il vous plaît, précisez vos sources. Ça nous permet de les vérifier et éventuellement de les faire passer à l'antenne, donc n'hésitez pas à faire ça. Je précise aussi que tous les magnétos, c'est-à-dire tous les reportages que vous voyez, sont visibles aussi sur Facebook en parallèle de l'émission. Et donc pour aller un petit peu plus avant dans le débat, on va maintenant voir ensemble une quatrième petite vidéo pour introduire en fait le débat sur la question des institutions françaises. Et donc on va commencer par un point qui a été central dans la vie politique française au cours de ces derniers mois. On regarde ça ensemble. Parce que les relations sociales et les droits des salariés doivent progresser, le Conseil des ministres qui s'est réuni il y a un instant sous la présidence du Président de la République, m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement. Je le ferai tout à l'heure. Le texte qui a été élaboré collectivement est un bon texte pour notre pays et il est surtout un acte de confiance dans le dialogue. Il est un pari dans la capacité des partenaires sociaux à le faire vivre. Et il est une affirmation tout simplement de notre vision de la démocratie sociale. Je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris, et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3. Alors, Salam Okran, je vais vous donner une petite occasion d'être d'accord avec Manuel Valls. Qu'est-ce que vous feriez du 49.3 ? Qu'est-ce que je ferais de Manuel Valls? Non, c'est tellement évident qu'on est là vraiment. Alors bon, voilà, on est censé avoir une discussion sur la démocratie et on est tellement là sur, je ne sais pas si c'est le summum, mais il y a peut-être encore plus. Je pense qu'il y a encore plus grave dans l'anti-démocratique, quoi, je dirais. Mais bon, là, c'est vrai que
pour le coup, par rapport à la discussion qu'on a, on sort d'une période, au-delà du bilan, du mandat et des promesses non tenues, quoi. On sort vraiment d'une période qui nous met, j'ai envie de dire, en fait, parfois ça nous met dans une situation paradoxale, parce que je parlais d'éducation populaire ou de travail au quotidien sur les quartiers, et on est... voilà, moi je fais partie des gens où on essaye aussi de convaincre, autant que faire se peut, les gens de continuer à s'intéresser au débat, pas seulement pour être d'accord, mais même pour le combattre, mais de continuer à s'intéresser au débat, ou même ou de continuer à croire à la gauche. Alors pas évidemment quand je dis en tout cas au fait qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, ce que moi je crois. La gauche, je ne parle pas du PS ou des partis, mais je parle comme le disait la personne de la maison de quartier, quoi, c'est-à-dire capitalisme ou pas. En fait, mais l'image de la politique, c'est tellement ça qu'on rame pour justement dire non, la politique, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a cette difficulté où parfois on se retrouve à expliquer les positions contraires aux nôtres pour pouvoir dire attends, voilà, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, ce qu'il a voulu faire et tout, pour que tu sois contre. D'accord, donc je comprends que vous parce qu'il y a un fossé. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, et même on me parlait de Nuit debout, pendant Nuit debout à Toulouse, à un moment donné, on a été sollicité pour dire, parce qu'il y avait toujours cette question du lien avec les quartiers, donc sur les ISAR, dire donc il a été question là, à un moment donné, d'avoir un temps aux ISAR. Et assez simplement, en fait, comme à chaque fois qu'une proposition peut être faite, si on fait la proposition de faire la prochaine émission aux ISAR, on va aller voir peut-être des gens dire est-ce que ça vous branche de faire ça? Donc est-ce que ça vous intéresse de faire Nuit debout aux ISAR et c'est quoi Nuit debout? Et c'est ça se passe où? J'ai vu un truc à la télé, j'en entends un peu. Et c'est pas pour quand je dis ça, c'est pas pour rentrer, discréditer quoi que ce soit. C'est juste pour dire que parfois il y a un fossé parce qu'il y a le filtre, c'est-à-dire que l'info qui arrive ou qui n'arrive pas, c'est aussi par le filtre, pas de télévision comme la vôtre, mais par le filtre de la télévision, par le filtre des médias. Et donc là, sur la question du 49.3 et à un moment donné de la loi travail, il y avait, pour une partie des gens, c'est pour ça que je disais qu'il fallait les réintéresser, un désintérêt. Ouais, de toute façon... Et du coup, une question que ça pose, c'est, parmi plein d'autres, mais c'est comment nos institutions empêchent en fait que des gens puissent avoir accès, puissent s'intéresser, comment nos institutions facilitent la déconnexion entre la vraie vie et les politiques, et du coup, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces institutions? En fait, on est vraiment par moment, pas tout le temps, mais dans ce registre-là, on est vraiment dans des situations parallèles. Mais du coup, sur l'évolution possible, alors il y a plein de candidats, on a regardé un peu les propositions des différents candidats, il y en a plusieurs qui, de façon différente, parlent de 6ème République, de nouvelle constitution. Pour les uns, comme pour Arnaud Montebourg, qui n'est plus candidat, mais qui l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un processus qui se passait par en haut. Pour d'autres, c'est un processus de constituante, alors sans que les contours soient clairement définis. Juste une expérience à Nuit debout, il me semble qu'il y a eu un processus constituant, il y a eu une tentative de se dire, est-ce qu'on pourrait penser pas seulement notre quotidien, pas seulement notre rapport aux élus, mais aussi l'organisation globale de la société, ce qui demanderait de se poser et de réfléchir. Est-ce que vous pourriez apporter un témoignage là-dessus? Alors moi, j'y ai pas participé directement, mais il y a eu des ateliers constituants qui se sont tenus tous les soirs sur la place du Capitole, avec des gens différents, des allers-retours. Et c'est d'ailleurs là que c'était sans doute plus démocratique et que la parole se libérait, parce que c'est dans des petits groupes, et du coup, il y a des gens qui ont des choses à apporter. Il en est sorti un processus constituant, qui est disponible sur le wiki Nuit debout Toulouse, que j'invite tout le monde à aller voir, en tout cas s'en imprégner. Avec des allers-retours, c'est évidemment quelque chose qui est amendable, améliorable, à continuer à travailler, etc. Mais au moins, il en est sorti quelque chose qui a capitalisé de ces nuits, des nuits les unes derrière les autres. Parfois on dit à chaque fois on recommençait à zéro. Oui, parfois on recommence à zéro, c'est pas les mêmes personnes et tout, mais il y a quand même un travail qui s'est fait. Et Toulouse, en tout cas, de ce que j'en sais,
est quand même une des places à avoir peut-être sorti un processus, un des plus aboutis. Il me semble qu'il y a Grenoble et Paris aussi. Donc voilà, ça prouve quoi? Ça prouve que des citoyens lambda sont capables de se réapproprier la politique et sont pas plus bêtes que d'autres pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui limitent le pouvoir de nos dirigeants, parce que bon, représentants, on peut quand même sérieusement en douter. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes construire un processus qui nous permette de décider et de prendre des décisions. C'est quand même ça, le départ de la démocratie, c'est trouver un système, une méthode, une institution qui nous permette, nous, de décider. Et en gros, d'instaurer notre propre puissance, notre propre pouvoir. Bah oui, je vais parler de souveraineté populaire, mais évidemment, la souveraineté populaire, c'est pas un gros mot, c'est juste des gens qui essayent de voir comment est-ce que dans des textes, on peut formuler le fait que c'est à nous de décider du fonctionnement politique de notre pays, tout simplement. Éric Lorraine, tout à l'heure, vous expliquez qu'à chaque fois qu'on trouve une solution pour améliorer le système démocratique, ça risque de en fait, modifier un petit rouage et faire qu'il y ait une nouvelle faille qui se crée. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses qu'on pourrait imaginer dans les institutions pour essayer d'assainir un petit peu celle-ci? Disons qu'il y a des choses qui sont finalement relativement faciles, qui pourraient être faites. Effectivement, je pense que ça a déjà été dit. Bon, après, la problématique n'est pas d'avoir des idées. La question, c'est déjà, est-ce qu'on arrive à avoir le pouvoir pour pouvoir le faire adopter, ces mesures? Donc c'est bien beau de discuter, d'avoir des idées. La vie de la démocratie, je dirais, il ne faut pas se tromper. Le fait d'avoir des idées, de soumettre des propositions, ce que vous avez fait, c'est très bien au point de vue de la réflexion, mais pouvoir politique, zéro. Ce n'est pas une critique, c'est qu'il ne faut pas se tromper entre ce qui relève de la vie intellectuelle, où tout le monde peut dire n'importe quoi. Je ne dis pas ça, moi je suis un grand spécialiste de dire n'importe quoi, et j'en ai une longue pratique en la matière, mais voilà, on peut dire n'importe quoi. C'est pas pour autant que ça se traduit en institution, en pouvoir, parce que pour fonder une institution, il faut prendre le pouvoir. Vous voulez réformer et faire une 6e République? Très bien, après on discutera, qu'est-ce que vous voulez remplacer, modifier, est-ce qu'on supprime les 49.3 et tout ce type de... Pourquoi pas? Mais par contre, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être en discuter, ok? Mais par contre, là, et c'est là où, chers amis, il va y avoir un gros problème démocratique, c'est qu'il faudra pour cela que tout le monde soit, ou en tout cas suffisamment, d'accord avec vous pour y arriver. Donc il ne s'agit pas d'avoir 3 bonnes idées dans un coin parce qu'on pense qu'elles sont bonnes parce que c'est les nôtres. Faut-il encore les faire partager et que les gens surtout les acceptent, c'est-à-dire soient d'accord avec. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions du politique, de la représentation politique, qu'il y a beaucoup de gens qui demandent à ce que de la démocratie, mais je ne veux pas être sollicité tout le temps, etc., etc. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont même des conceptions très éloignées des vôtres dans l'idée même de démocratie. C'est pour ça que c'est pas compliqué d'avoir des idées en démocratie, parce que justement, la démocratie, en tant que structure politique, elle donne la possibilité de ne pas être d'accord et de pouvoir à peu près développer toutes les idées que l'on veut. Ça, alors évidemment, quand on est né dans une société comme ça, où ça fonctionne, et à ce niveau-là, la société française fonctionne très bien, sous cet angle-là. Et ça, c'est un des aspects, d'ailleurs, par exemple, d'évaluation du bon fonctionnement d'une démocratie, indépendamment du rapport à la dimension élective. Sauf que ça, la plupart du temps, personne ou très peu de gens se rendent compte que c'est un élément fondamental et structurant, comme la notion d'état de droit d'une démocratie, que ça fonctionne en fait très bien en France. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là ce soir. Si ça ne fonctionnait pas, on ne serait pas là. Aller faire un stage, si je puis dire, en Poutini, en Erdoganie ou dans d'autres pays comme ça, là, vous comprendrez, si je puis dire, à ce moment-là, ce que ça veut dire quand ça ne fonctionne pas, quand vous n'avez qu'une démocrature, c'est-à-dire une apparence là-dessus de ces choses-là. Donc, bien sûr qu'on peut faire des choses, et je ne dis absolument pas qu'on ne peut pas faire des choses, mais comme moi, je ne représente pas, je ne suis pas là pour présenter, si vous voulez, mes idées forcément politiques personnelles, mais plutôt, par rapport à ce que d'habitude, moi j'explique, puisque moi mon travail, ma contribution à la vie démocratique, c'est pas en tant que, comment dire, élu ou m'engager dans des processus comme ça, c'est en tant qu'enseignant. Hein. Mon travail de base, c'est un travail d'enseignant. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant que vous posiez la question du pouvoir, hein, et ça nous amène un petit peu, surtout après avoir vu ce petit montage sur le 49.3, sur la question du contrôle des élus. Et ça, on aurait voulu savoir si vous pouvez nous en parler un petit peu plus, notamment de certaines propositions que vous avez par rapport à ça. Alors,
Oui, sur les propositions directement, c'est parce qu'on aura rétabli la confiance et qu'on aura des processus de discussion permanents et qu'on aura des indicateurs, qu'on dira ce qu'on fait et que les gens pourront dire bah tiens, t'as pas fait ce que tu as dit que tu faisais, mais pas dans 5 ans, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on aura un contrôle. Mais c'est surtout, je crois que au-delà de ça, ce qu'on essaye là de montrer et de construire dans notre programme, c'est de montrer que c'est possible. Alors effectivement, on voit les exemples négatifs, toutes les dictatures, et on peut dire tous les endroits où ça marche pas. Mais est-ce qu'on peut parler des endroits où ça marche, des villes, je sais pas, Saillant, Trémargat, toutes les villes qui ont inventé de nouvelles façons horizontales, et puis de partager le pouvoir. Et puis ce qui se passe en Espagne et en France, on le connaît, on dit Podemos, mais c'est pas Podemos, c'est le mouvement du 15M, avec des villes qui ont été reprises, avec la renégociation de la dette par la maire de Madrid, qui est un truc incroyable, et des gens qui ne sont pas des spécialistes de la dette, qui se sont appropriés la question et puis qui l'ont travaillé, des citoyens. Et moi, je le découvre quelque part, je suis allée en Espagne, j'ai découvert tout ce qui se passe, et comment on construit ce récit de c'est possible. Nuit debout y a contribué, et les vidéos de Nuit debout, le fait d'avoir des images grand public de ces moments-là, ça a contribué. Comment quelque part, effectivement, plus que de dire on va faire ci, on va faire ça, c'est le cumul des mandats, c'est comment on raconterait finalement notre démocratie idéale, comment on raconterait la constituante. Ça veut dire qu'on va ouvrir des assemblées dans tel et tel quartier, qu'il y aura des gens formés qui vont venir, qu'on va travailler avec ATD Carmonde qui sait très bien faire, qui le fait depuis longtemps, qu'on va travailler avec les gens qui sont déjà là, qu'on va pas ramener des consultants extérieurs, qu'on va travailler avec les passants nous, et que pendant 3 mois, je sais pas, on va vers ça, qu'on sera indemnisé pour venir, que notre employeur, comme les jurés d'assises, il nous laissera venir aux assemblées, et que au bout de combien de temps, que tout sera filmé de façon transparente. Le contrôle, il vient de la transparence, et je pense que l'essentiel du contrôle, ça sera la transparence, ça sera l'aller-retour, et ça sera aussi de quelque part faire un nouveau récit à la place de l'élu corrompu ou du pouvoir du dirigeant. C'est de montrer autre chose et une autre façon de faire la démocratie. Dit comme ça paraît vachement intéressant, enfin stimulant. Et justement, on voulait vous montrer une 5e vidéo. Je pense que c'est... oui, vas-y. Donc en fait, pour continuer un peu le débat, et puis pour bien cerner cette nécessité, quelque part, du contrôle des élus, on avait envie de vous montrer une 5e vidéo qu'on voulait absolument vous faire voir ce soir. On vous en dit pas plus, mais vous allez voir, c'est croustillant avec un certain arrière-goût. Chaque nation a une âme. L'âme de la France, c'est l'égalité. C'est pour l'égalité que la France a fait sa révolution et aboli les privilèges de la nuit du 4 août 1789. C'est pour l'égalité que la Troisième République a instauré l'école obligatoire et l'impôt sur le revenu. C'est pour l'égalité que le Front populaire a œuvré en 1936. C'est pour l'égalité que le gouvernement du général de Gaulle a institué la sécurité sociale en 1945. C'est pour l'égalité que François Mitterrand a été élu en 1981. C'est pour l'égalité que nous avons fait avec Lionel Jospin la couverture maladie universelle. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise, de la diversité. Une France de la sécurité pour tous. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France où le droit de chacun s'appuiera sur l'égalité de tous. Voilà le choix qui vous attend. Rassemblons-nous. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Pour résumer, en fait, il s'agissait du clip de campagne du Parti socialiste en 2012, qui en fait fait une communication quasiment révolutionnaire. Voilà, et c'est vraiment le changement, c'est maintenant. Et puis qui évoque le fait que la finance est l'ennemi de la démocratie. Voilà.
vous brûliez d'intervenir tout à l'heure sur le contrôle des élus. Non, c'était pas tellement sur le contrôle des élus. C'est que, en fait, dans la discussion, ce que j'avais aussi envie de dire, c'est que justement, et y compris par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que vraiment, ce qui est, on a une fonction, quoi, dans nos expériences, dans nos tentatives respectives, qui est de lever les scepticismes. C'est-à-dire que je pense que les gens ne sont pas complètement dupes. Alors là, on vient de voir le clip de campagne de 2012, mais déjà, bon, je pense que ça fait bien longtemps. Déjà en 2012, il y a 5 ans, il y a peut-être beaucoup. Bon, ouais, François Hollande a été élu, donc la majorité des gens qui ont voté au second tour ont voté pour lui. Mais on sait bien, enfin ça a été un peu dit au début, qu'il y a une bonne partie qui voulait, voilà, qui en avait marre de voir la tête de Nicolas Sarkozy, qui voulait plus de Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que ça n'a pas été, moi aussi. Est-ce que ça n'a pas été la généralisation à l'échelle de toute la société d'un processus que dans les quartiers populaires ou dans le mouvement de l'immigration et des quartiers populaires, vous aviez vécu dans les années 80 avec cette marche pour l'égalité, sur laquelle il y a eu beaucoup d'attentes que la gauche puisse la reprendre. Voilà, c'est exactement sur ces 30-40 dernières années, on est sur une espèce de pente comme ça, où au fur et à mesure, élection après élection, alors, pour être un peu quand même juste, un peu fin, élection nationale après élection nationale, on a de moins en moins de raisons, effectivement, d'aller voter. Et même la raison parfois étant... Parce qu'il faut voir aussi le glissement du discours général, du discours politique général. Et donc même la raison de, par exemple, dire là, on va arriver là, cette année, on aura probablement, enfin, si j'en crois, je ne sais pas s'il faut trop les croire, mais peut-être on va avoir Marine Le Pen au second tour. Donc on va avoir quelque chose qu'on connaît bien, et que je dirais, alors pour le coup, que la gauche a souvent fait au mouvement des quartiers, de dire, bon, mais on risque le Front National. Donc, il faut... mais de moins en moins, ça marche, ça. C'est aussi pour ça que les gens ne vont pas voter, parce que de moins en moins, ça marche. Et donc, c'est pas non plus... donc, le scepticisme, lever ce scepticisme-là, c'est pas tellement lever sur le scepticisme, sur le système. C'est sur notre capacité à agir, c'est-à-dire c'est dire ça sert à quelque chose. Oui, ça sert à quelque chose de faire du collectif. Oui, ça sert à quelque chose d'agir ensemble. Et que le système, vous l'avez très bien décrit, et malgré tout, même si, bon, c'est pas... voilà, quoi, des fois, on préfère... Enfin, on le fait aussi, hein, regarder un match de foot, ou je sais pas, aller voir un concert, ou aller jouer au foot, mais ça sert à quelque chose de se bouger, c'est-à-dire qu'on a un impact, quoi, sur notre quotidien, et on n'est pas obligé de totalement subir ce système, et ça sert à quelque chose, se bouger, quand je dis fait de se bouger, de faire d'être proposant, pas seulement dans des assemblées place du Capitole ou dans mon association. Ça sert à quelque chose même de discuter à 2 ou 3 au café du coin. Eric Owen. Oui, je voudrais défendre les élus. Peut-être pas le président en tant que tel, mais il ne faut pas oublier que quand on parle en démocratie d'élus, bon, il y a l'élection présidentielle qui est en fait comme un peu le phare qui accapare toutes les attentions, mais il ne faut pas oublier les milliers d'autres élus municipaux, régionaux, etc. qui existent en France. Et alors, bien sûr qu'il y aurait des tas de choses à faire sur la réforme du statut de l'élu, des contrôles, notamment pour les parlementaires, un certain nombre de privilèges qu'il faudrait totalement revoir. Mais il faut savoir qu'historiquement, ce type de problématiques, ils ne sont pas inventés d'aujourd'hui. Ils ont toujours existé, si on se place dans l'histoire de la démocratie, et on est même plutôt dans une pente descendante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'il y en a toujours, mais qu'il y a, que ce soit dans des partis ou dans la société civile, de plus en plus de voix et d'idées qui vont dans ce sens-là. D'autres pays, d'ailleurs en Europe, sont allés plus loin sur ce rapport à, finalement, le toilettage démocratique du fonctionnement des élus. Mais par contre, il faut ne pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre ces problèmes. Alors bien sûr, ce sera totalement toujours confondu. Ce sera toujours amalgamé dans le rapport ensuite à ce qui sera le discours politique et les débats qui seront faits dans la société par tout le monde. C'est ensuite le fait que le discours anti-élu est un discours
qui est co-substantielle à l'existence même de la démocratie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une démocratie, on peut revenir à la Révolution française. Hein. Il faut arrêter d'idéaliser sous cet angle-là la démocratie à la Révolution française. Les élections que l'on a dans la Révolution française se font avec des scores en termes d'abstention. Vous êtes plus à 80 voire 90% des cas, sans même parler du reste. Or, personne aujourd'hui ne remet en cause la légitimité de telle élection, même du côté de la gauche, de certaines élections dans la Révolution française, ou alors... bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on s'aperçoit qu'il n'y a aucune représentation démocratique, mais c'est présenté comme étant un idéal, ensuite démocratique. Donc ces problèmes-là, on les a depuis très longtemps, et même on pourrait revenir à Athènes. Il ne faut pas oublier que la démocratie a à peu près, au point de vue des types d'institutions politiques, plus de 2500 ans d'histoire derrière elle. Donc on a, et c'est ça, moi souvent, ce que j'apporte dans ce que je fais à travers les conférences, les cours, les cycles de cours que je fais là-dessus, qui ne portent pas forcément après sur est-ce qu'il faut voter tel candidat ou quel dispositif il faut mettre en place. Moi, je me situe au niveau d'expliquer les fonctionnements de la démocratie, l'origine des démocraties, pourquoi les États-Unis ont tel type d'institution, pourquoi la France a tel type d'institution. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, on se l'approprie comme choix citoyen, comme choix qui ensuite pourra être effectué en fonction de sa sensibilité, ceci ou cela. Mais ce discours contre les élus, il existe à peu près tout le temps. Il ne faut pas croire qu'il soit nouveau. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que souvent des dispositifs comme Internet lui donnent une caisse de résonance parmi les plus importants. Je renverrai par exemple à quelque chose que les moins de 50 ans ne connaissent pas. C'est la sortie qu'avait fait, c'était Balavoine contre Mitterrand à la télé sur le plateau de 20h. C'est des choses qu'on pourrait dire aujourd'hui en enlevant le nom des personnages. C'est exactement transposable. Pourquoi ? Parce que ce sont des types de problématiques. Croyez-vous que dans les années 70, les gens avaient forcément plus de naïveté à l'égard de leurs élus ? Croyez-vous qu'à d'autres époques, sous le temps joyeux de la Troisième République ou de la Quatrième République, il n'y a pas des discours et toute une thématique, des élus coupés de la vraie vie, etc., etc. Ça, ce sont des types de discours qui, ne l'oublions pas aussi, sont souvent extrêmement instrumentalisés politiciennement. C'est-à-dire ça fait partie aussi du b.a.-ba du jeu politique pour discréditer des hommes politiques en vertu de ses propres positions politiques, de dire ils sont coupés de la vraie vie. Ça, pour moi, c'est une forme de populisme qui ne dit pas son nom la plupart du temps. Bien sûr que on pourra en discuter plus, mais cette idée qu'on fait de reproches à certains hommes politiques d'être coupés de la vraie vie, la plupart du temps, c'est un argument politicien. C'est-à-dire c'est un argument qui est envoyé au sens d'un missile dans le but de le dézinguer politiquement en vertu d'une critique et une critique politicienne. Et quand je dis politicienne, c'est au sens de la vie des débats d'idées, de la vie des partis, avec tout ce que cela implique de mauvaise foi, de subjectivité, de parti pris et de, comment dire, de sympathique conviction de sa part. Alors sur les élus, justement, Charlotte Marchandise, est-ce que vous pensez qu'ils sont réellement en capacité d'agir ? Et la première question, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un élu ? C'est quoi un élu ? C'est quoi la différence entre l'élu et le chef de service et le technicien ? Est-ce que l'élu doit connaître le code de l'urbanisme ou pas ? Et c'est des questions à se poser collectivement. Et est-ce qu'un élu peut accepter d'avoir une place à l'opéra ou au transmusical ? C'est aussi toutes ces petites corruptions, tous ces passe-droits. Moi, les gens, depuis que j'étais dit ben alors dis donc, tu dois aller gratuitement partout. Je dis ben non, certainement pas. Mais ça faut le dire parce qu'on imagine plein de choses et puis tu donnes du temps, alors tu peux bien. Et puis il y a pas élu local, on gagne pas comme le national, alors du coup on cumule des mandats. Et puis après on trouve pas de boulot, du coup on rempile. Et au fond, on questionne jamais. Au fond, on a été élu pourquoi ? C'est quoi le rôle ? Et je pense que la première question à se poser tout le temps, c'est on attend quoi d'un élu ? On attend qu'il comprenne. Du coup, est-ce qu'il faut le former ? Parce que aujourd'hui, moi je suis arrivée adjointe, je ne comprenais rien. Alors il y avait des services, c'est une grande ville, Rennes, qui m'ont formée. Mais sinon, tu as des acronymes partout. Enfin, c'est hyper compliqué, l'administration. Donc, la solution, parce que je viens de l'éducation populaire, ça a été de beaucoup communiquer et de trouver moi ma solution et d'essayer de réfléchir et d'avoir des allers-retours. Mais au fond, comme un élu, c'est n'importe qui quelque part, et d'autant plus c'est une liste municipale, si on ne se pose pas la question, on continue. On fait la même chose que les autres avant, on serre des mains et puis on fait des pots. Et il y a des élus qui essayent de changer les choses, mais avec les moyens du bord. Et puis d'autres qui se laissent ronronner. Et je crois qu'il y a aussi ça. Et puis les permanences d'élus, parfois il y a quand même aussi tout le jeu du clientélisme de part et d'autre. Le jeu avec les associations,
Bah, c'était drôle, puisque je viens du monde associatif, et puis je suis devenue élue. Alors, il y a des gens qui commençaient à me dire « Oh, vous nous faites l'honneur d'eux ». Je suis toujours Charlotte. Et je dis « Mais parlez-moi normalement, parce que si vous vous mettez à me parler avec... maintenant, tu représentes l'institution, et du coup, à jouer un nouveau jeu de posture, si on est dans des postures, ça ne va pas. » Et je crois que ça nous appartient à tous de redire, au fond, qu'est-ce qu'on attend de l'élu, qu'est-ce qu'il doit représenter, qu'est-ce qu'il doit faire, de quoi il doit rendre les comptes, et quel est son statut, un mandat unique, mais comment il retrouve du boulot derrière. C'est pour ça que, par exemple, le revenu universel, etc., c'est des solutions à l'engagement politique à un moment donné qui fait que les gens, ils sont pas pieds et mains liés après à pas trouver du boulot. Et surtout, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'on attend de lui? Alors, une question, c'est qu'est-ce qu'on attend des élus? Alors, il y en a une autre que posent des personnes sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, Florian dit, en fait, si on veut parler de démocratie, il dit, peut-on parler de démocratie sans parler de rapport de force, de classe sociale, de sexe, de race, de rapport de pouvoir, et donc, dit-il, de lutte et de mobilisation collective. Donc, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on attend des élus, mais aussi qu'est-ce qu'on attend de nous-mêmes et qu'est-ce qu'on n'attend pas des élus. Une autre question qui va un peu dans le même sens, qui est posée par Fred Bref, qui demande est-ce que la lutte de classe, c'est has-been? Bon, c'est une autre façon de le dire. Et plus directement dans ce sens-là, de qu'est-ce qu'on n'attend pas des élus, Jérémy vous demande directement, Auré, vous avez parlé de Jour debout, une initiative qui ne serait pas directement d'attente des élus, mais autre chose, et il demande que vous en parliez un peu plus en détail. Est-ce que vous pouvez le faire? Alors oui, l'idée de Jour debout, c'est essayer de créer, peut-être, alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est une nouvelle forme d'action collective. Moi, je ne suis pas si persuadée que chez les gens de droite, il y en a Enfin, je pense que chez les gens de droite aussi, il y en a qui considèrent qu'il y a un problème démocratique en France. Parce qu'on avait un président socialiste. Non, mais que c'est pas juste une histoire de contexte. Et je pense que ça, le fait qu'on ne se sente pas représenté, etc., c'est quelque chose qui va par-delà les clivages gauche-droite, par-delà les catégories socio-professionnelles, race, âge, blablabla, tout ça. Je pense qu'on est passé dans un autre monde. Et justement, le piège de l'élection, pour moi, c'est le piège de la division. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des idées qui sont un petit peu similaires, qui sont portées par des camps différents. On en vient à voter stratégiquement, c'est-à-dire en prenant en compte les biais du jeu électoral. Enfin, ça devient n'importe quoi. Je pense que, et c'est là où, c'est quoi le second souffle? On dit nuit debout, c'est essoufflé, il n'y a plus de nuit debout. Mais justement, comment est-ce que... alors, il n'y a plus de nuit debout, il y a les élections présidentielles. Ok, merci, c'est ça le menu? Non, je suis désolée, quoi. Non, ça peut pas être juste ça, quoi. Ça peut pas être juste ça. Et justement, l'élection présidentielle, moi, je la subis. Ça fait des années que je la subis. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce sentiment-là. Et on a envie aussi de se la réapproprier. C'est-à-dire de faire pas forcément des propositions, mais de dire, voilà, ce constat que vous faites à dire, les élus, on les critique, vous pouvez bien gosser sur la place publique et faire des propositions, vous n'avez aucun pouvoir, c'est en soi un problème. Donc voilà, l'idée de Jour debout, c'est de se dire, au lieu de commencer à se diviser, alors qu'on avait à peine commencé à se rassembler, s'il faut déjà commencer à se diviser entre les votes blancs, les abstentionnistes, les mélenchonistes, les marchandistes, je ne sais pas comment on dit, etc., je pense qu'on va droit dans le mur. Et je pense qu'on fait le jeu de cette pseudo-démocratie, on fait le jeu de la mascarade démocratique. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre de côté nos divergences et trouver des moments, des dates, des lieux symboliques où on se rassemblerait? Alors pas tous les soirs, parce qu'on a bien compris que tous les soirs c'est toujours les mêmes, et c'est pas tant que c'est toujours les mêmes que je pense que ça crée de la frustration et de la culpabilité, parce que moi j'ai rencontré plein de gens qui me disaient mais moi j'aurais bien voulu y aller, mais j'ai pas pu y aller. Et ben voilà, avec Jour debout, peut-être il y a une faille, une brèche dans laquelle on va s'engouffrer, pour dire, ce jour-là, montrons que nous ne sommes pas d'accord. Et si on commençait le premier jour des élections présidentielles par descendre dans la rue, juste pour dire, cette élection n'est pas synonyme pour nous de démocratie, on peut faire autre chose. Voilà. Est-ce que, par-delà ces clivages-là, on ne trouve pas des points communs? Moi, c'est ça que j'aime regarder. J'aime regarder ce qu'il y a de commun chez les gens. Et l'élection présidentielle, etc., qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la division et ça appuie sur les micro-détails qui font qu'on est dans de la différence. Oui, on est différent, mais je pense qu'on vise le même horizon. Et c'est ça qui est important. Et au lieu de se dire « Ah, mais on n'est pas d'accord sur les moyens, on n'est pas d'accord sur les mots, on n'est pas d'accord sur... » En fait, on est quand même d'accord sur là où on veut aller.
Bon ben voilà, on regarde ça. On veut plus de démocratie. On veut remettre en question les élus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de représentants? Comment on peut désigner autrement des représentants? Et je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Évidemment, il n'y a pas de panacée. Il n'y a pas un système qui est bon en soi et d'autres qui sont mauvais. Chaque méthode, chaque scrutin a des effets positifs, des effets négatifs. Sauf qu'on avance dans l'histoire. Donc on espère, en tout cas moi j'espère qu'on apprend un tout petit peu de pas en pas. Et je voudrais juste faire référence à une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de La Brèche et qui s'appelle « Comment réformer l'élection présidentielle ?» parce que là on parle de suffrage universel, mais c'est quand même un suffrage uninominal à 2 tours. C'est très particulier. On pourrait aussi noter les candidats. Enfin, il y a plein d'alternatives. Je ne suis pas une spécialiste et je ne voudrais surtout pas rentrer là-dedans, mais il y a plein d'autres méthodes pour désigner des gens pour nous représenter que l'élection. Voilà. Et c'est cette brèche-là qu'il faut ouvrir, je pense. Moi, je voudrais juste peut-être très rapidement, mais je pense que de la même manière, il ne faut pas faire de la position qu'on a vis-à-vis de l'élection présidentielle ou autre un préalable à quoi que ce soit. C'est juste un moment. Moi, je pense que aujourd'hui, ce qui est vraiment important, dans la diversité, vu l'état des opinions et des solutions ou des manques de solutions, vous allez voter, vous n'allez pas voter, Mélenchon, Hamon, Poutou, j'en sais rien, Charlotte. Bon, ok, ce choix-là, il est là maintenant, mais 21 avril, 6 mai, et ensuite la vie continue. Et pendant, la vie continue. Donc, on a une discussion intéressante, mais vraiment, ce qui est important, moi, je trouve, c'est que comment on en fait quelque chose de moins important. Mais c'est peut-être un temps, on n'a pas fini, je suis déjà trop long, mais voilà. Comment on en fait quelque chose de moins important et qui n'empêche rien. Avoir voté, ne pas avoir voté pour un tel, c'est pas, il faut surtout pas dire, il y a encore des gens pour qui ça va être important d'aller voter. Vous parlez pas que ce soit un problème. Vous parlez de temps, vous parlez de moments. Ça nous fait une excellente transition pour annoncer Pauline Strausser qui va en fait venir contribuer à notre réflexion sur la démocratie en nous parlant notamment du temps que prend la démocratie en Europe et dans le monde. Bonjour. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que là vous avez échangé justement sur la démocratie et comment y participer. Et c'est vrai que voilà, la situation en France, moi j'avoue, je ne participe pas activement à la vie politique. J'ai rarement voté, je me suis jamais inscrite à un parti. Et justement, récemment, je discutais avec une amie qui me disait, à qui je disais, en France, il n'y a pas de démocratie. Elle me disait, oh mais quand même, mais bien sûr que si, c'est une chance comparée à plein d'autres pays dans le monde où ils ne peuvent pas voter. Ici, on peut voter. On est libre de ça, c'est ça la démocratie. Alors, liberté, démocratie, en langue des signes, il suffit de baisser un doigt pour passer d'un signe à l'autre, hein, mais ça fait pas tout. Et c'est vrai que, est-ce que les élections, c'est forcément de la démocratie? Alors, par exemple, dans la Grèce antique, le processus d'élection se faisait en fait au tirage au sort. C'est-à-dire que, alors, sauf pour les domaines militaires et financiers, mais le reste, 90% des responsables politiques étaient élus par tirage au sort. C'est-à-dire qu'on pouvait être poissonnier, architecte et devenir responsable politique. Pas la peine d'être d'une famille riche ou d'avoir fait l'ENA. On pouvait quand même participer. Je trouve ça incroyable. Alors voilà, mais quand même, pour gérer le pays, me dit mon ami, il faut des gens professionnels, qui s'y connaissent, qui ont des compétences. Moi, je pense que c'est pas obligé, en fait. On peut tous participer aujourd'hui. Tout est possible. La preuve. Donald Trump. Il est président des États-Unis. Il n'a pas d'expérience politique. En plus, lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment de changer le système politique. Et il a été élu. C'est ça la démocratie, non? C'est super, c'est la magie de la démocratie. Alors oui, c'est vrai qu'en termes de démocratie directe, c'est un peu, il prend conseil davantage auprès de son entourage de requins, milliardaires et familiaux, mais voilà. Aujourd'hui, la situation politique, les élections, moi ça me fait penser à une série américaine. Vous voyez, Amour, gloire et beauté? C'est le même principe en fait, ça fait 30 ans que ça existe et ça marche toujours. Alors oui,
voilà, on se demande qu'est-ce qui va se passer suivant les événements. Voilà, il se passe des choses, mais la politique, c'est un peu la même chose, sauf que ça dure depuis 300 ans. C'est le même système. Alors moi, je crois que ce système commence à être usé. Alors mon ami me dit, alors oui, effectivement, si on veut changer le modèle politique, mais imagine que si on devait demander l'avis de tout le monde et que tout le monde soit d'accord, ça prendrait un temps fou, ce serait long. Il faut une personne pour nous représenter, en fait. Et à partir de là, on pourrait aller plus vite. Alors c'est long, ça dépend. Là, en 2016, les élections en Autriche, justement, l'élection du président a commencé et la campagne a duré sur une période de 300 jours, 10 mois. Alors on avait 2 candidats, un candidat d'extrême droite et un écologiste. Je vous montre les noms. Alors ça a été un coulin. Ah non, c'est pas ça. Un coulin non plus. Bon, il a fini par être élu au bout du 3e scrutin, au bout de 300 jours, 10 mois en tout pour élire un président. Alors on peut comparer aussi avec un autre pays, Haïti, qui a commencé son élection en octobre 2015 et qui a attendu pour savoir qui allait devenir le président. Et enfin, les Haïtiens ont leur prophète. Ils ont fini par avoir un président tout récemment. Donc voilà, 1 an et demi pour avoir un président. Alors effectivement, le contexte géopolitique et historique est vraiment différent, je suis bien d'accord, mais qu'est-ce qui est le plus long? Est-ce que c'est notre système politique qui est le même depuis des années dans lequel on s'enfonce, ou alors est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'essayer de changer de système? Donc là, j'ai regardé récemment une vidéo sur Internet d'une Argentine militante qui s'exprimait et qui disait une phrase très intéressante que je vais vous citer. Donc nous, citoyens du XXIe siècle, faisons de notre mieux pour nous adapter à des institutions qui datent du XIXe siècle, fondées sur des techniques d'information du XVe siècle. Alors justement, cette personne, Pia Mancini, avec un groupe d'amis, ils ont créé un logiciel qui s'appelle Open Democracy. Donc l'objectif de ce logiciel, en fait, c'est de permettre à chacun de proposer des idées en ligne, de proposer des textes de loi et de voter. Chacun donne son avis, chacun échange, tout le monde vote. Et en fonction de la majorité, on essaie d'appliquer ces lois. Donc ce logiciel a été proposé à des partis traditionnels argentins qui ont préféré l'ignorer. Du coup, ce groupe a décidé de se retrousser les manches et ils ont créé leur parti politique, qui s'appelle la Rede, qui veut dire le réseau. Alors l'objectif, c'était vraiment d'entrer au Congrès avec ce parti. Et c'est vrai que le numérique, aujourd'hui, voilà, on a des tas de données qui sont collectées sur nous, des algorithmes. Et qu'est-ce qu'on en fait? On laisse parfois les candidats, les politiques, les utiliser pour nous manipuler, pour nous contrôler. Et est-ce que ça, on peut le laisser faire? Enfin, j'ai regardé un reportage très intéressant là-dessus, justement, qui va au fond des choses sur ce sujet. Alors voilà, est-ce qu'on laisse ces données être utilisées contre nous ou est-ce qu'on s'en sert comme un outil pour essayer de changer un peu les choses, pour avoir une nouvelle démocratie? Alors bien sûr, l'avenir, c'est pas uniquement du numérique. Je pense que ça reste important de se décoller aussi de nos écrans et d'échanger, de se rencontrer réellement, comme ça se fait ici à la Brèche Télé. Voilà, d'essayer de poser un regard sur le passé et de modifier l'avenir, d'essayer d'avoir une meilleure société. Merci de votre écoute et à bientôt. Et oui, on fait tous ça, hein, parce que ça veut dire bravo. Bravo Pauline Strosser pour cette chronique. Pablo. Oui, déjà s'il y a des réactions, j'en profite le temps que vous puissiez voir s'il y a des choses qui vous font réagir dans ce que vient de dire Pauline pour faire un compte-rendu de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions sur le fait que il y a l'air d'y avoir certains points d'accord là sur des critiques du système, des institutions telles quelles, mais comment on fait pour s'unir avec ces éventuels points d'accord? 2 questions qui vont là-dessus. Une qui s'adresse à Auré sur est-ce que ça fait pas un peu bisounours de se rassembler le premier jour de l'élection présidentielle pour gommer les divisions? Je ne fais que citer. Mais une autre qui, plus généralement, dit, alors est-ce que je retrouve son nom? Moi je suis scotché à mon écran, comme disait tout à l'heure Pauline Strosseux.
Eh ben non, je le retrouve pas. C'est pas grave. Si à la technique... Ah, voilà. Maintenant que tout le monde est d'accord, dit Pache Corinne, comment s'unir pour avoir du poids entre les différentes candidatures qui peuvent aller dans le même sens, ou en tout cas, voilà, entre des options qui sont critiques? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ensemble? Il ne reste plus qu'à vous constituer en vrai parti politique et rentrer dans la danse. Concrètement, vous pouvez très bien faire ce que vous avez dit lors des élections. Moi, je ne vous en empêcherai pas, la France ne vous empêchera pas, la loi ne vous empêchera pas de ne pas aller voter et même de faire votre petite manif ou sitting en disant, voilà, vous pouvez... 500 signatures quand même. Pardon ? Au présidentiel, il faudra qu'elle ait 500 signatures. C'est pour ça qu'après, il va falloir rentrer dans un stade qui sera plus simplement simplement des idées. Il va falloir mettre des gens d'accord avec vous sur des projets et sur des personnes, car chers amis, c'est aussi une dimension que souvent on oublie en démocratie. Dans le fonctionnement de la démocratie, comme en fait dans pratiquement toutes les structures politiques, c'est pas que les idées, que les programmes, c'est aussi les personnes qui sont impliquées. Donc on ne vote pas que pour des idées, il y a aussi la relation avec la personne, relation de confiance comme relation de méfiance. Ce qui fait que les mêmes idées défendues par deux personnes différentes paraîtront crédibles, ne paraîtront pas crédibles, etc., etc. Donc dans le rapport à la démocratie, il y a aussi une personnalisation dans la question du fonctionnement politique. C'est pour ça que c'est très bien les collectifs, c'est très bien, mais ça c'est très bien pour faire un gros café philo. Permettez-moi d'être ironique. On a 2-3 expériences. Bon, le à débat Toulouse. s'anime à 10 minutes. Non, juste vite fait. Non, parce que je comprends votre point de vue, mais bon, c'est pas un modèle. Mais à Toulouse, on a une petite expérience d'une expérience électorale. Bon, c'était à la municipale. Bon, j'avais conduit une liste, mais qui était où il n'y avait pas de parti politique déjà dans cette liste-là, et où j'étais pas très connu, donc et puis j'étais pas seul parce que c'était une liste, donc c'est vachement important aussi. Oui, donc, mais vous êtes rentré dans le jeu. Je suis rentré dans le jeu, mais simplement pour dire qu'en fait c'est pas juste une question de personne ou même de programme, parce que ça peut être aussi une question de démarche. Ça peut être, et peu importe qu'elle soit au moment de l'élection, mais ce que je veux dire, c'est que simplement pour dire que même si on met en avant une démarche, ça peut arriver que ça donne un résultat et que ça finisse pas juste à un café philo, puisque ça a fait, bon là je vais être précis, parce qu'il y a les vérificateurs derrière, 12,7% arrivant en 3e position devant le Front National. Et après, voilà, juste, c'était une... Et on n'est pas. C'est pour ça que je parlais du niveau local, parce qu'on n'est pas la seule expérience. On a beaucoup parlé de Toulouse, c'est une grande ville, et puis il y avait un peu, voilà, on avait fait un peu de bruit. Mais partout en France, en région lyonnaise, et notamment dans les villes de banlieue, ça fait longtemps qu'il y a des listes citoyennes, qu'il y a des gens qui se présentent sans être organisés en parti politique et qui font parfois 20-25% des voix. Mais ce n'était pas une critique. Ce que je disais, je disais, il faut franchir un autre type de Rubicon. Mais ce que vous avez fait, qui est très bien. Moi, je suis de Toulouse, donc je connais bien votre, l'histoire de voilà. Mais vous n'aviez pas d'expérience, vous n'étiez pas un parti politique, mais de facto, le fait de participer dans le débat politique électif et de devenir élu, vous rentrez, c'est la fonction qui crée la classe politique. Permettez-moi de préciser qu'en certaines parties, bien sûr qu'on peut être totalement, on est toujours à un certain niveau, à un moment donné, on est toujours vierge quand on rentre dans certains domaines en politique. Mais combien de temps on reste vierge en politique une fois qu'on est dans l'exercice du mandat ? On n'y reste pas très longtemps. Donc c'est la fonction politique de l'élu qui le crée dans cette fonction d'élu. Donc peut-être que vous ne venez pas... Le problème, on le connaît très bien, par exemple, pour la question des syndicats. Dans le cas du syndicalisme. Je crois qu'Auré voulait prendre la parole. Donc je finis ce que je voulais dire. Juste, peu importe si vous n'avez pas de background ceci ou cela, peu importe si vous n'êtes pas représenté par un parti classique, le fait de vous constituer comme parti pour pouvoir rentrer au groupe liste, vous avez exactement la même fonction. Et une fois que vous êtes élu, c'est la fonction de l'élu qui vous donne finalement cette dimension. Donc à ce niveau-là, c'est très facile de dire nous, on n'est pas un parti politique. Or de facto, quiconque se présente à une élection forme son parti, son micro-parti, son petit groupe politique. Et ça, chers amis, il faut l'assumer. Je ne suis pas d'accord. Sauf que du côté souvent de la gauche, c'est une notion qu'on a du mal à entendre. Mais factuellement, c'est ça.
On écoute Aurélie. Donc vous nous dites, faites un parti et allez à l'élection. Mais vous êtes déjà un parti politique. Non, vous non. exprimez déjà des Non, idées. on n'est pas courant. un parti. Et moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, le jeu, pour moi, le jeu, il est biaisé. On le sait très bien qu'il y a un rapport entre les résultats dans les sondages, la médiatisation des partis et les résultats électoraux. Donc, ça va de ce bipartisme habituel, à savoir les deux grands partis étant les plus médiatisés, les plus représentés. C'est eux toujours qui gagnent. On le sait. Donc moi, à partir du moment où les dés sont pipés, désolé, mais je dis non. C'est un peu je facile. joue pas aux dés, je vais jouer aux cartes. C'est un peu Peut-être. facile de dire que les dés sont pipés quand simplement il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vos idées. Mais c'est pas une question qu'on n'est pas d'accord. Et s'il y avait des gens qui étaient simplement pas d'accord avec vos idées, pas d'accord avec vos propositions, et c'est pour ça qu'à un certain niveau, vous n'accédez pas à ces représentations majoritaires aussi. C'est trop facile de dire que le jeu est biaisé. Pas d'accord avec les vôtres. C'est ce que fait Charlotte Marchandise. C'est louable. Moi, honnêtement, je trouve qu'elle a énormément de courage parce que moi, j'irai pas. Parce que je pense qu'effectivement, elle a peu de chances d'avoir 500 signatures. Et quand bien même elle aura 500 signatures, elle a peu de chances de faire un score qui ait un poids. Parce qu'il y a un éclatement des voix, parce que tout ça, on le sait très bien. C'est pour ça que je dis que le jeu, il est pipé. Évidemment qu'il est pipé. Il ne serait pas pipé, on commencerait par voter les votes blancs. À 50% de votes blancs, on recommence. On en met des nouveaux. Là, ça bougerait les choses. Là, peut-être, ça vaudrait le coup de se constituer en parti, parce que là, effectivement, il y aurait une ouverture pour qu'il y ait du nouveau qui arrive. Mais là, il n'y a rien de nouveau qui peut arriver. Et je ne veux pas être défaitiste, hein, mais ça sera la preuve par l'exemple. Charlotte Marchandise, vous souhaitiez répondre. Je me dis que peut-être vous pourriez en profiter pour nous parler de l'initiative La Belle Démocratie. Au passage. Oui, ou des autres initiatives. La candidature, elle s'est faite sur un moment donné de dire de la résilience, il y en a marre, et surtout pour avoir essayé, notamment au dernier régional, de dire les progressistes de gauche, vous êtes d'accord sur tout ou sur 99%, mettez-vous ensemble. Sauf que, comme il y a les partis, qu'il y a les lignes, etc., que ça ne se met pas ensemble. Et le parti pris, en tout cas qu'on a eu à ce moment-là, et pas toute seule, parce que ce n'est pas un choix toute seule, encore une fois, d'y aller, c'est de dire, au fond, est-ce qu'une candidature neutre de personne, parce que je suis personne, on va le poser, enfin j'ai une histoire, etc., mais politiquement, j'ai pas d'illusion là-dessus. Et encore mieux, moi j'ai suivi la candidature de Julien Le Tailleur, qui est un candidat virtuel à l'élection présidentielle, moi j'adore, finalement, qui n'a pas d'ego, du coup, qui n'est personne. C'est une façon de dire, rassemblez-vous autour de quelque chose qui n'est pas un parti. Nous, on a créé un parti politique parce qu'on n'a pas le choix pour la présidentielle. C'est un parti politique éphémère, la primaire.org, qui s'autodissout dans 2 ans pour que ça ne devienne pas un objet de pouvoir une fois que les comptes de campagne sont validés. C'est pour la présidentielle, mais c'est pour les législatives. Et l'idée, c'est de profiter de la petite fenêtre médiatique que j'ai. Et puis en plus, là, j'en ai une. Alors, ça, peut-être pas, mais on va essayer de la faire durer pour inviter justement au moment des législatives, autour des initiatives de la Belle Démocratie, mais de l'Alliance 100%, mais aussi les copains du Parti Pirate, mais aussi, il y a plein d'initiatives citoyennes partout à dire comment on fait pour avoir sur les circonscriptions un candidat soutenu par plein de gens. Et parce que l'enjeu, il nous dépasse, parce que l'enjeu, il est horrible, parce que qu'est-ce qu'on va avoir là? Qu'est-ce que c'est cette assemblée? Qu'est-ce que c'est le président qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme contre-pouvoir? Et si on arrive, je ne sais pas, sur 10, 20 circonscriptions, à avoir des députés intègres, des députés nouveaux, qui sont plus de femmes, plus de gens issus des quartiers, et déjà ça serait une réussite parce qu'on montrera que c'est possible, de s'allier au-delà des différences. C'est l'objet de la démocratie, de la Belle Démocratie, et c'est l'objet de chartes qui s'écrivent ensemble avec comme point commun, quelque part, la démocratie, l'humanisme, l'égalité. Et je pense que c'est effectivement, on est dans un nouveau monde. C'est plus la question gauche-droite, c'est la question que cette réalité, elle existe dans nos quartiers, on le fait, tout le monde le fait. Il y a un espèce de puzzle énorme. Est-ce que cette élection, et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est le moment de rassembler les pièces? Alors peut-être qu'on n'aura même pas les 500 signatures. Et en même temps, on a des retours plutôt positifs. Alors, on essaye d'y croire, mais on appellera sans doute un jour debout aussi, c'est pas incompatible. On en arrive vers la fin de l'émission. Alors, avant d'aller vers une véritable conclusion, on aimerait vous donner une dernière fois la parole, une fois à chacune d'entre vous, sur le terrain de l'idéal, du rêve, de ce que vous pourriez rêver que cette année vous apporte. Alors pendant que vous réfléchissez à ça, quelle serait votre situation idéale pour cette année électorale, vos rêves les plus fous en la matière? Allez, on s'autorise à rêver. On me dit que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de débats qui se passent sur la place du citoyen dans la politique, notamment sur YouTube, et on est plutôt content que ça ait pu déclencher un débat sur la place du citoyen.
Et on me fait signe aussi qu'en termes de fact-checking, il a été dit que... Non, une précision que plusieurs candidats, dont Hamon et Mélenchon, c'est ce qu'on me fait dire, veulent reconnaître le vote blanc. En tout cas, la question de la reconnaissance du vote blanc est une question qui rentre dans le processus électoral. Alors, sauf si on le rend obligatoire. C'est aussi une autre question importante. Que malheureusement, on n'aura pas le temps de discuter tout de suite, mais Et qu'on voilà. vous invite à discuter sur les réseaux sociaux. Alors juste, voilà, ce petit dernier tour de table, peut-être dans le même sens qu'on a commencé, ou dans le sens inverse. Est-ce que Eric Lowen, vous seriez capable de me dire ce que vous attendez idéalement de cette année électorale à venir? Quels seraient vos rêves les plus fous Je crois que ça, je l'exprimerai dans l'isoloir. Philosophie pour tous. Non, pour dire plus sérieusement, je ne dirais pas ça pour le candidat, mais je dirais que c'est bien justement ce qui s'est passé ce soir, ce que vous avez créé avec la Brèche TV, ce type d'initiative. Donc ça, je trouve que ça participe justement de ce qui fait la vie démocratique, le débat d'idées. C'est là où se trouve... dans des associations, dans des collectifs plus ou moins formalisés, peu importe. Hein. Mais c'est là où se trouve d'abord la vie de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la vie démocratique, elle ne commence pas dans les élections, elle finit, au sens du fonctionnement, dans le processus électif. Donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a besoin de tout ce terreau, de ce qui fait la vie démocratique, de ce qui fait le débat politique, qui fait donc aussi que la politique devient une passion collective, voire un objet d'étripage collectif, parce que désormais, tout le monde en parle. Et c'est ça qui fait... si je puis dire, les joies d'une démocratie, c'est que tout le monde a son avis en politique, hein. Tout le monde a son mot à dire, tout le monde a envie de dire son mot indépendamment de la question de l'élection. Et donc ce qui compte justement, au sens de l'évaluation de la vitalité d'une démocratie, c'est notamment ces processus-là, entre les gens qui sont d'accord, les gens qui ne sont pas d'accord, les gens qui disent on est dans une pseudo-démocratie, les autres qui disent non, on est dans une démocratie, etc. etc. Allez, on nous fait signe que ça va être vraiment le moment de rendre l'antenne, en tout cas que tout le monde en parle, c'est justement notre but. Aurez vos rêves pour mon plus 2017. grand rêve, moi qui suis une grande rêveuse, mon plus grand rêve, c'est que le 23 avril, il y ait plus de monde dans la rue que dans l'isoloir et que l'alternative, ce soit nous, parce que je pense que la vraie démocratie, il n'y a que les citoyens qui peuvent la porter. Et je pense, à l'inverse de ce que vous venez de dire, que l'élection, que la démocratie, elle finit dans l'élection, c'est-à-dire qu'elle meurt dans l'élection et que c'est à nous de la faire revivre et que ça commencera par les places. C'est pas forcément pour répondre rapidement sur les bisounours. Oui, se rassembler tous ensemble, ça va pas suffire, mais c'est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Au 23. Tout le monde a manifestement envie de relancer le débat, mais en quelques mots, Salah, votre idéal pour 2017, pour cette année électorale à venir? Moi, j'ai failli espérer que l'Algérie soit championne d'Afrique de football, mais elle a été éliminée hier. Bon, déjà, ça, c'est un rêve qui s'éteint. Bon, on verra dans 2 ans. Qu'un Algérien de nationalité algérienne soit président de la République française. Voilà. En 2017. Et vous, Charlotte ouais, ça serait que quelle que soit la forme, que les gens trouvent une solution positive, trouvent quelque chose qui leur permette de s'engager de façon positive et d'arrêter de subir comme on subit tellement avec cette violence qui nous est faite, et que ce soit sur les places, que ce soit dans une action locale, que ce soit politique partisan ou pas, que les gens reprennent ce pouvoir d'agir dans des actions concrètes, quoi. Pas dans le comptoir, mais dans le faire. Donc voilà, l'heure est venue de rendre l'antenne à YouTube. Donc merci à tous d'être venus sur ce plateau. Merci infiniment à toute l'équipe de La Brèche. J'aimerais bien que une caméra se tourne pour montrer le monde qu'il faut en fait pour réussir à faire une web télé comme ça, citoyenne, pour montrer à quel point on est nombreux. Ah, et voilà, on les voit. Voilà. Merci aussi à vous qui, sur les réseaux sociaux, nous avez suivis, qui avez commenté, qui êtes intervenus dans l'émission. N'hésitez pas à continuer à le faire, puisque cette émission sera accessible en ligne, que vous pouvez toujours la partager, la liker, tout ça. On précise que pour faire tout ça, on a aussi besoin de moyens financiers, et que les seuls qu'on peut avoir, c'est ceux que les gens veulent bien participer, contribuer à nous donner. Et pour ça, vous pouvez contribuer sur l'OPO commun, lopocommun.labrèche.tv, pour trouver les liens en dessous en commentaire. Vous retrouverez aussi très bientôt cette émission traduite dans son intégralité en LSF, et puis pour les entendants avec le son pour certains montages.
On se retrouve le 7 février à 21h pour une émission sur l'écologie. Mais dès maintenant, vous pouvez nous poster vos commentaires sur ce thème. Merci encore à TV Bruit. Et à la maison de quartier de Bagatelle qui nous accueille. Merci pour tout. Voilà, au revoir. Au revoir, à dans 15 jours.